Commencez. TV, Ivoire TV. Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Chers amis des grandes interviews de Jean-Marc Kwasi, encore une fois de plus, on se retrouve. Je voudrais vous présenter toutes mes excuses. Je vous ai fait faux bon les 2 mercredis derniers. Mais vous savez, voilà, j'étais un peu hors de New York. Je suis revenu. Beaucoup de vous ont appelé pour savoir qu'est-ce que je devenais. Je suis toujours là, bel et bien à Ivoire TV. Et puis voilà, je crois que il n'est pas de coutume que je reçoive des invités le samedi, mais une fois n'est pas tradition. Je reçois aujourd'hui des frères. Nous allons discuter un peu de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, et puis bien sûr d'un thème qui nous est très cher, le panafricanisme. Ce soir, nous allons discuter de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire et le réveil du panafricanisme. Et c'est en ce sens que je reçois le docteur Gervais Nyakpa Lagoté. Il est analyste politique et il a un doctorat. C'était un peu le thème de sa thèse, de sa soutenance de thèse. Il a écrit dans plusieurs journaux en Côte d'Ivoire. Il est lui-même enseignant de profession. Voilà, nous allons discuter du panafricanisme. Avec lui ce soir, je reçois aussi 2 frères. 2 frères Yves Bambara, qui est ingénieur amoureux. Il est amoureux de la démocratie. Je dirais c'est un fervent supporter de la démocratie africaine. Et je reçois aussi M. Oumar Baroum Outongui, voilà, qui est ingénieur informaticien. Et nous allons discuter du panafricanisme. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pas de problème. Voilà. C'est un plaisir d'être avec des frères africains pour discuter du destin de l'Afrique. Okay. Yves Bambara, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment ça va? Encore une fois de plus, on se retrouve. Oui, comme vous l'avez dit, et nous nous retrouvons juste pour un thème très important, un thème qui nous est si cher, l'Afrique, un thème sur le devenir de notre continent Afrique et surtout de la Côte d'Ivoire. Oumar Baroum Outongui, bonsoir, comment ça va? Merci Gervais, je suis très honoré d'être sur le même plateau que Dr Nyaka. C'est la première fois que je le rencontre, j'ai entendu parler de lui et je suis très heureux et j'espère pouvoir apprendre beaucoup de lui ce soir. Merci. Docteur, voilà, merci d'avoir accepté cette invitation. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Pour des profanes, le panafricanisme était un peu le thème de votre soutenance. Pour des profanes comme nous les hommes de la rue, comment définissez-vous le panafricanisme? Qui sont les pères du panafricanisme? Le panafricanisme est un mouvement. C'est une idéologie, c'est une vision, c'est un rêve. Le mot même panafricanisme, je crois, a été lancé au début du XXe siècle. Et puis, il comporte en son sein une idée de nationalisme africain, une idée de nationalisme des Noirs au départ, une idée d'indépendance et une idée de solidarité, de coopération et puis d'unité des Africains et des peuples de descendance africaine, quels qu'ils soient, qui doivent essayer de se reconnecter avec le continent africain d'où ils viennent. Et donc il y a eu beaucoup de personnes qui ont travaillé par rapport au mouvement panafricain dans divers domaines, dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine culturel, dans le domaine social. Les noms les plus connus, c'est Marcus Garvey, c'est Du Bois sur le plan intellectuel, et puis Kwame Nkrumah, qui avec Azikwe Jomo Kemnieta, qui était à la conférence, je crois, de Manchester en 1945 et qui luttait déjà pour l'indépendance de l'Afrique. Ce sont eux qui ont emmené ce mouvement en Afrique, qui est né dans les Amériques, où les Noirs et les esclaves, ou les descendants des esclaves, se sont rendus compte que c'était difficile pour eux de vivre sur cette terre d'Amérique, qui a connu l'esclavage, la ségrégation et toutes sortes d'oppressions que les Noirs ont connues. C'est comme ça qu'ils ont développé
cet idéal de se reconnecter avec tous les Noirs dans le monde qui vivent un même système d'oppression, que ce soit l'esclavage, la colonisation et même l'apartheid. Donc c'est comme ça que le mouvement panafricain a connu, en fait, a fait son petit parcours. Et puis, un peu plus tard, on a eu des noms comme Thomas Sankara, les Nelson Mandela, et tout, même aujourd'hui, Thabo Mbeki, qui a développé une variante du panafricanisme. Et donc, tous ces gens-là se retrouvent dans ce grand mouvement. Sur le plan culturel, on peut parler des Aimé Césaire qui ont parlé de la négritude, et puis les Langston Hughes qui ont parlé de Harlem Renaissance, tout ce qui contribue à rassembler les Africains et les peuples de descendance africaine dans une idée de solidarité et d'unité, c'est ça le panafricanisme. Oui, docteur, je suis là aujourd'hui sur ce plateau avec nos deux frères. Je voudrais signifier qu'ils sont du Burkina. Certainement qu'ils ont des questions à vous poser, mais s'ils ont aussi des propos contradictoires, mais pourquoi pas, je crois que on discute aujourd'hui en africain, le débat il est ouvert. Est-ce que vous avez des questions pour le docteur? Allez-y. Absolument. Docteur, j'ai une question qui me tient à cœur. Je voudrais que vous me fassiez une analyse un peu comparative des panafricanistes qui avaient cours, je vais dire au moment de la colonisation, qui ont lutté pour l'indépendance, et la génération qui est venue après, la génération des Sankara, qui a eu à gérer le pouvoir. Quelle est l'analyse que vous faites par rapport à ces deux-là? Ok. Merci. Il n'y a pas de problème. Le panafricanisme, je crois, hein, parfois, pour faire une petite digression, quand on parle du panafricanisme, des gens nous disent que le panafricanisme est un concept galvaudé et qu'il ne faut pas parler du panafricanisme. Mais ce que les gens doivent savoir, c'est que ce mouvement a connu ses lettres de noblesse pendant la lutte contre la colonisation. C'est ce qu'il faut que les gens sachent. Et que la plupart des grandes conférences qui ont été organisées sous le leadership de Du Bois, ça a été fait quand l'Afrique était opprimée et quand il y avait l'apartheid en Afrique australe et quand il y avait la plupart des pays africains étaient sous le joug du colonialisme. Okay. Donc pendant que les gens étaient en train de subir la ségrégation aux États-Unis ici, quelqu'un comme Marcus Garvey, qui a créé son mouvement qu'on appelle UNIA, a été un grand chantre du panafricanisme dans la mesure où il voulait mobiliser les peuples de descendance africaine, les Noirs américains, les gens des Caraïbes, pour les ramener en Afrique afin que les gens puissent contribuer au développement de l'Afrique. C'est ce qu'on appelle le Back to Africa Movement. Il y a des gens comme Du Bois qui, eux, ont parlé de double consciousness. Tu es noir américain, tu as un rôle à jouer dans ce pays-là, mais en même temps, tu es obligé de te connecter à l'Afrique d'où tu viens, d'où viennent tes descendants. Mais malheureusement, ces deux individus qui ont été des grandes têtes du mouvement panafricain ne s'entendaient pas et les gens ont eu beaucoup de problèmes. On a vu ça dans les différents combats qui se sont livrés. Pendant que Du Bois travaillait sur le plan intellectuel, le plan de la conscience, Garvey, c'est pour ça qu'il est encore beaucoup plus populaire aujourd'hui, voulait organiser les masses africaines afin que les gens puissent créer des business pour se prendre en charge. Donc c'est ce que Garvey a apporté. Maintenant, quelqu'un comme Kwame Nkrumah est devenu chef d'État plus tard. Et donc il a écrit son livre Africa Must Unite, dans lequel il a expliqué pourquoi l'Afrique doit être unie à la lumière des faits de l'histoire. Quand on regarde la Fédération de Russie, les États-Unis, donc il expliquait que c'était important pour l'Afrique de mobiliser ses ressources afin de jouer un rôle beaucoup plus important dans le Conseil des Nations. Bon, voilà. Maintenant, quand l'Afrique a connu son indépendance, avec la création de l'OUA, parce qu'il y avait des gens qui voulaient une unification immédiate, comme les Nkrumah, et puis il y a d'autres qui voulaient une unification graduelle. Et ceux qui voulaient une unification graduelle ont triomphé, et c'est comme ça qu'avec le sommet de l'OUA, sous le leadership de Haïlé Sélassié, qui lui, je pense, voulait une unification graduelle, en même temps que les Julius Nyerere, c'est comme ça qu'ils ont adopté le principe de l'intégration régionale graduelle de l'Afrique. Et c'est comme ça que l'Afrique a été balkanisée en cinq blocs. Et donc, à l'intérieur de chaque bloc, les gens essayaient de promouvoir une forme d'intégration économique régionale à la lumière de ce qui s'est passé en Europe. Donc, voilà un peu. Maintenant, quand Sankara vient,
le mouvement panafricain n'est plus trop fort. Mais des gens comme Dr. King, ça j'ai oublié, des gens comme Dr. King, déjà en 1957, à l'indépendance du Ghana, il était là-bas, il est allé avec de nombreux Nord-Américains et il a prononcé un discours qu'on appelle The Birth of a New Nation, dans lequel Birth a New Nation, dans lequel il parlait déjà, sans employer le mot, de l'importance des Noirs d'ici, de soutenir le développement de l'Afrique. Malcolm X, bien sûr, est un chantre du panafricanisme. Sankara est venu, avec lui, plusieurs millions d'Africains ont senti qu'il y avait une nouvelle flamme de l'espérance du renouveau panafricain, mais malheureusement, il a été tué, et après lui, bon, on ne sait plus trop qui parlait du panafricanisme, jusqu'à ce que Kadhafi vienne aujourd'hui pour essayer de pousser un peu cet idéal. Mais comme Kadhafi est un personnage controversé, je pense qu'on parlera de ça tout à l'heure, et avec Gbagbo Laurent qui, sans employer le mot panafricanisme, son combat a rassemblé, a mobilisé des millions d'Africains qui étaient fatigués de l'interférence de la France dans les affaires domestiques africaines. Et donc voilà où nous en sommes. C'est un rappel historique assez bref. J'ai certainement sauté des étapes ou des noms, mais quand on parlera, je pourrai me souvenir de ces éléments. Merci, Dr. Yaka. Je suis très content de la définition que vous avez faite du panafricanisme. Dr. Yaka, j'ai une question. Et vous avez parlé du panafricanisme qui est né du mouvement ayant obligé les anciens esclaves, intellectuels esclaves des États-Unis à se voir obligés de faire quelque chose pour le regroupement des Noirs qui étaient opprimés. Mais il se trouve aujourd'hui que le continent africain, la plupart des continents, des leaders, sur les 53, bientôt 54 pays africains, il se trouve que les leaders actuels sont des Noirs, parce que presque toute l'Afrique est indépendante. Est-ce qu'en ce moment, on pourrait parler du panafricanisme qui était à l'origine visé pour la défense, le regroupement et surtout la défense des intérêts noirs de ce cadre-là? Est-ce qu'on pourrait parler du panafricanisme aujourd'hui, à partir du moment où les leaders africains, c'est eux-mêmes qui sont la plupart des temps et des problèmes et des oppresseurs de leur peuple? Ok, ça c'est une très bonne question que j'ai l'habitude d'entendre. Que l'Afrique est dirigée par des leaders. Si je comprends bien, en d'autres termes, on est indépendant, c'est ça. Donc on ne peut plus maintenant trop accuser les Blancs, c'est ce que vous êtes en train de dire, n'est-ce pas? Et donc s'il y a quelque chose, on ne peut pas venir accuser les Occidentaux. Bon, je suis en partie d'accord avec vous. Je suis en partie d'accord avec vous. Je crois, c'est pour ça qu'on pourrait parler de la révolte de l'homme. C'est-à-dire, si les Occidentaux font ce qu'ils font pour nous diviser, on devrait pouvoir un matin se dire, bon, nous-mêmes en tant qu'Africains, Gbagbo et Alassane Ouattara peuvent s'asseoir pour dire, bon, on est noirs, on est africains, comment est-ce qu'on peut régler nos problèmes pour ne pas qu'on puisse penser que les Occidentaux viennent pour nous diviser. Ça, c'est possible. Mais il y a aussi une autre réalité. Depuis l'indépendance des pays africains, vous savez que une bonne partie de nos réserves africaines, du moins dans la zone franc, se retrouve au trésor public français. Donc quand les pays sont indépendants et que leur argent est dans le compte d'une ancienne colonie qui utilise cet argent pour se positionner sur la scène internationale, par exemple quand il y a des débats au FMI, à la Banque mondiale ou aux Nations unies, la France utilise ces relations naturelles qu'elle a avec ses anciennes colonies pour pouvoir soit faire passer ses positions dans sa lutte avec d'autres puissances ou même dans sa lutte contre même un président africain. Donc, cela dit, il ne faut pas que vous négligiez la dimension néocoloniale et l'interférence des pays comme la France ou des États-Unis. Et il y a des documentaires qui existent partout où des Occidentaux eux-mêmes expliquent, par exemple, pourquoi est-ce que Kagame, ils le soutiennent, par exemple, en Afrique, parce que Kagame va faire ce que eux, les États-Unis, ne peuvent pas aller faire. Est-ce que vous voyez un peu? Parce qu'ils n'ont pas envie de perdre des gens dans la région. Kagame est l'homme qu'ils utilisent pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Comme hier, où Houphouët-Boigny était utilisé par la France pour déstabiliser la plupart des pays africains. Aujourd'hui, c'est Blaise Compaoré qui est utilisé pour déstabiliser la plupart des pays africains dans la sous-région. Ça, c'est une réalité. Donc, quand on sait que ça fait partie des réalités quotidiennes de l'Afrique, on ne peut pas venir mettre la faute entièrement, totalement et exclusivement sur les Africains. C'est pour ça que dans mon analyse de la tragédie de l'Afrique, il y a deux dimensions.
l'interférence des puissances occidentales et puis nous-mêmes nos propres faiblesses. Et donc on pourrait élaborer là-dessus si vous le voulez. Docteur, moi la question que je m'avais vous poser c'est en fait comment est-ce que dans ce contexte actuel on peut certainement réconcilier le patriotisme, le panafricanisme, l'idéal panafricain et le phénomène de la fuite des cerveaux avec la mondialisation capitaliste. Oui. Parce que tout à l'heure, vous parliez un peu de notre argent qui se trouve dans les banques. Et comment est-ce qu'on pourrait certainement réconcilier tous ces faits? Bon, la seule chose, c'est ce que mes amis et moi, nous essayons de faire. C'est pour cela que Dieu peut me donner la grâce de venir aujourd'hui participer à cette émission. Et puis, pour cette émission, faire 4 heures et puis retourner. Parce que chaque fois qu'on a une opportunité d'échanger, on veut le faire pour que des âmes sensibles, des gens qui pensent que ce qu'on dit, que ça peut faire sens, que les gens puissent écouter, pour pouvoir mobiliser le maximum d'Africains afin qu'ils puissent comprendre que nous devons changer le sens de l'histoire. Le secret, c'est vrai, c'est le panafricanisme, mais c'est surtout l'élévation de la conscience collective des Africains. Si on arrive à penser que mon ami et frère est du Burkina Faso, et que ce n'est pas un sous-homme parce que le Burkina est un pays pauvre, et que moi je ne suis pas un homme supérieur parce que je suis ivoirien, et que le Baoulé ne peut pas être supérieur à un BT parce que Houphouët-Boigny a été le père de l'indépendance de l'Afrique et de l'Ouest et qu'il a été président pendant 33 ans, et que Alassane Ouattara et les hommes du Nord ne peuvent pas être supérieurs parce qu'ils seraient les descendants, si tu veux, du grand empire mandin. Si on arrive à comprendre qu'on ne doit pas réfléchir comme ça, et que nous sommes tous égaux, que nous sommes des Noirs aux yeux des Occidentaux. Parce que c'est ça la réalité. On peut penser qu'on peut supérieur quand on se rencontre, mais quand ils nous regardent, ils nous voient comme des êtres qui sont, en tout cas ils l'ont écrit, et c'est pour ça qu'ils ont développé l'idéologie du racisme, que les Africains étaient des sous-hommes. Donc nous devons donc comprendre, élever notre conscience, et puis savoir que si un Africain a une position de pouvoir, la première des choses qu'il doit faire, c'est de travailler pour sauvegarder les intérêts du peuple et non se servir lui-même. Et c'est dans l'élévation de cette conscience-là qu'on peut comprendre que quand on a la possibilité de venir aux États-Unis, en tout cas moi, je ne sais pas ce que Dieu me réserve, mais je peux vous le dire, et tous ceux qui me connaissent le savent, je retourner tôt ou tard en Afrique pour pouvoir apporter ma contribution au développement de l'Afrique. Donc c'est dans l'élévation de la conscience. Mais il y a une bonne partie des Africains qui estiment que quand ils sont au FMI, ils sont à la Banque mondiale, travaillent aux Nations Unies, que bon, ils n'ont plus besoin de s'intéresser aux problèmes de l'Afrique. Mais l'élévation de la conscience peut aider à résoudre ce problème. Oui, j'ai une question. Moi, je n'étais pas totalement satisfait de l'élément de vos réponses que vous avez donné à ma question. Moi, ce que je voulais savoir, et surtout ici, c'était pour vous démontrer que nous avons eu, à l'époque, le peuple noir avait un problème racial. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus de problème racial, mais nous avons un problème interne. Parce que, comme le disait quelqu'un, nous avions autrefois des colons blancs. Maintenant, nous avons des colons noirs en Afrique. Nous avons des colons... Avant, nous avons des colons noirs et des colons blancs, mais maintenant, nous avons des colons noirs aujourd'hui en Afrique. Parce que l'Africain est source du problème de l'Africain. Est-ce qu'en ce moment, on pourrait parler de panafricanisme? Mais quand les avions français s'en vont pour bombarder le palais présidentiel, est-ce que ce sont les avions d'Alassane Ouattara? Quand Blaise Compaoré devient le pion de la France pour faire assassiner Thomas Sankara, pour devenir président, alors qu'en 4 ans, quand Thomas Sankara était au pouvoir, il a rétabli, il a restauré la dignité du peuple burkinabé. Nous tous, quand Sankara était au pouvoir là, vous le savez, beaucoup d'Ivoiriens sont allés au Burkina pour aller étudier, bien que en ce moment-là, en fait, c'était les Burkinabés qui venaient en Côte d'Ivoire, mais beaucoup d'Ivoiriens sont allés au temps de Thomas Sankara. En 4 ans, il a réhabilité la dignité d'un peuple. Quand il meurt là, vous allez accuser Blaise Compaoré, c'est vrai, parce que Blaise Compaoré voulait certainement prendre le pouvoir, mais on connaît, avec les informations dont nous disposions, qu'il y avait l'implication des puissances occidentales qui voulaient briser quelqu'un comme Thomas Sankara afin qu'il ne fasse pas des émules en Afrique. Ça aussi, c'est la réalité. Donc vous pouvez ne pas être satisfait, mais cela ne veut pas dire que les faits que je donne ne sont pas réels. Non, mais vous m'excusez, parce que vous allez de Thomas Sankara au problème ivoirien, alors que le problème ivoirien c'était un problème post-électoral.
Or, le cas de Sankara, ce n'était pas un problème électoral, mais c'était juste un moment de défense d'un idéal qui était quelqu'un qui se battait pour l'avenir de l'Afrique. C'est ce que je suis en train de dire. J'ai lié, je n'ai pas fini. Peut-être que vous voyez que c'est différent. C'est sûr qu'il y a des points de différence, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Que ce soit Thomas Sankara, peut-être à qui on n'avait pas beaucoup de choses à reprocher, ou que ce soit Gbagbo Laurent, dont on dit qu'il a perdu l'élection, ou bien que ce soit Kadhafi, dont on dit qu'il est en train de détruire son peuple, donc pour cela il faut que les Blancs aillent pour intervenir, pour sauver d'autres Libyens, à qui on donne des armes, pour aller attaquer d'autres Libyens, pour que Kadhafi ne soit pas là. Ce que je veux dire, le principe fondateur d'une idéologie néocoloniale, ou bien d'une idéologie impérialiste, c'est de trouver des prétextes, ou bien de trouver des circonstances, vraies ou fausses, de s'appuyer sur les faiblesses, si tu veux, des individus, ou bien des circonstances, pour pouvoir briser ce que les Blancs ne veulent pas au pouvoir. Quand je parle des Blancs, je parle de ceux qui dirigent un peu les puissances. C'est pour cela que Blaise Compaoré peut être au pouvoir en toute tranquillité, après avoir causé la guerre, après avoir été l'un de ceux qui ont causé la guerre en Côte d'Ivoire, au Libéria, en Sierra Leone. Il est là, personne n'a parlé d'une intervention militaire pour empêcher Blaise Compaoré de tuer tous les opposants comme il a fait au Burkina Faso. Mais on peut le dire dans le cas de Gbagbo Laurent, certainement parce que même s'il était prouvé que Gbagbo Laurent avait perdu les élections, je ne peux pas être d'accord que des Occidentaux aillent pour bombarder le palais présidentiel de Côte d'Ivoire, parce que quand tu es panafricaniste, tu dois t'opposer à tout ce qui est interférence extérieure. C'est ce que ça signifie. Et aujourd'hui, Kadhafi je l'ai dit tout à l'heure, qui a causé des guerres dans les différents pays africains. Mais aujourd'hui, quand on voit les avions de l'OTAN en train d'aller bombarder la Libye, de détruire le peu que Kadhafi a pu bâtir en 40 ans, on va me dire, bon, comme Kadhafi est un dictateur, donc il mérite ça. Je ne peux pas le dire. Kadhafi a sa part de responsabilité dans la tragédie de son pays, comme Gbagbo Laurent a sa part de responsabilité dans la tragédie de la Côte d'Ivoire. Mais quand on analyse tout ce qui se passe dans le monde, on doit reconnaître que les Occidentaux, chaque jour que Dieu fait, sont en train de réfléchir à des stratégies pour briser tous ceux qui vont se lever pour essayer de donner une forme d'espérance à l'Afrique. C'est ce qu'ils ont fait avec le cas de Thomas Sankara. Sinon, pourquoi tuer Sankara? Pourquoi? Quelqu'un qui vient, qui travaille pour son peuple, qui demande aux gens d'aller au travail, lui-même qui donne l'exemple, pourquoi le tuer? S'il ne dérangeait pas les intérêts des Occidentaux. C'est ce que je suis en train de dire. Docteur, tout à l'heure, quand je vous ai posé la question de savoir qui sont un peu les pères du panafricanisme, vous avez cité Kwame Nkrumah. Voilà, on sait tous que Kwame Nkrumah est né en 1909, dans les années 30. Il est allé en Angleterre en passant par les États-Unis pour faire des études. Je crois dans les années 40, comme ça, il a commencé à lire l'un des livres de Marcus Garvey qui l'a propulsé au devant même de cette unité africaine. Il a arrêté ses études en tant qu'étudiant. Il est rentré au Ghana en participant aux différents mouvements estudiantins, ce qui l'a propulsé sur la scène, je dirais, présidentielle en 1960 comme président du Ghana, l'un des premiers présidents en Afrique. Mais après, il s'est adonné que Kwame Nkrumah voulait être président à vie. Et il a commencé certainement à opprimer, je dirais, son peuple, ce qui a causé un peu son exil jusqu'à sa mort. Donc il est parti, Kwame Nkrumah, il est parti je dirais, de la personne qui était vénérée à sa déchéance. Est-ce que ce n'est pas déjà vu en Afrique, ou bien est-ce que ce n'est pas un peu ce que nous voyons aujourd'hui en Afrique, ce parcours de Kwame Nkrumah? C'est un historique qui est très intéressant, que je respecte. Mais c'est-à-dire, ce que je voudrais que les Africains comprennent, c'est la chose suivante. Parce que je ne sais pas si c'est... Parce que nous tous, hein, comme on est devenus des produits d'un conditionnement de plusieurs siècles. Vous me parlez de Kwame Nkrumah. Est-ce que vous savez que George Washington, qui était le premier président américain, avait des esclaves? Il avait des esclaves. Celui dont on parle comme étant le plus grand démocrate qui a aidé à l'Amérique, qui a aidé à ce que l'Amérique soit la nation qu'elle est aujourd'hui. George Washington, Thomas Jefferson, tous ces gens-là, ils avaient des esclaves. Ils n'ont pas voulu que les Noirs aux États-Unis, en fait les esclaves, puissent être intégrés dans le processus social et politique. Pourtant, c'était des visionnaires. Mais à quoi on s'accroche quand on parle de George Washington?
même si on peut dénoncer le fait qu'ils étaient des maîtres d'esclaves, on s'accroche à quoi? Au fait que George Washington, au moment où l'Europe était encore contrôlée, vivait encore sous des royaumes, ici sur cette terre d'Amérique, il a été celui qui a été président et à un moment donné, il a laissé le pouvoir et l'Amérique a apporté dans le monde de la civilisation ce qu'on peut appeler la démocratie, l'unification dont on est en train de parler, et c'est ce qu'on retient de George Washington quand on veut regarder George Washington. Aujourd'hui, quand on parle du Houphouët-Boigny, qu'est-ce qu'on retient? C'est vrai qu'il y a sa photo là, et certainement que en fait, des gens sont attachés à la profession du Houphouët-Boigny, mais qu'est-ce qu'on retient du Houphouët-Boigny aujourd'hui? Pas grand-chose. Dans la mesure où il n'a pas pu avoir, en fait, comparé à Nkrumah. Voilà, donc il a fait de grandes choses, il a lutté pour l'indépendance, mais il n'a pas pu avoir une vision plus grande pour l'Afrique. Il ne l'a pas écrite. Donc quand on parle du Houphouët-Boigny, ah oui, c'est vrai qu'elle était là, la Côte d'Ivoire était en paix, c'était bien, c'est tout ce qu'on dit du Houphouët-Boigny. Mais quand tu parles de Kwame Nkrumah, quand on met en lumière le fait qu'effectivement Kwame Nkrumah s'est accroché au pouvoir par rapport au parti unique, et ça on peut expliquer. Donc au lendemain des indépendances, la plupart des leaders africains, qu'ils soient socialistes, capitalistes, panafricanistes ou non panafricanistes, eux tous étaient d'accord que à cause des problèmes ethniques dans les différents pays africains, pour essayer de rassembler les ethnies, il fallait créer un parti unique, des partis uniques qui allaient être le creuset de l'unité nationale dans chaque pays africain. Nkrumah l'a fait, Houphouët-Boigny l'a fait. Mais nous, la génération présente, nous nous accrochons à ceux qui ont développé un idéal très grand pour l'Afrique, qui est la marche de l'Afrique vers son unification. Et quand on lit, quand on analyse, on voit que Nkrumah a joué un rôle et nous pouvons bâtir sur ce qu'il a fait pour pouvoir essayer, si tu veux, d'apporter ce qu'on peut, si tu veux, dans le contexte actuel en Afrique. Oui, tout à l'heure, je vais passer la parole à Ouba pour poser une question. Vous avez tout à l'heure cité le président, l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Laurent Gbagbo, même si on ne le disait pas, avec des tendances panafricanistes. Je crois l'année dernière, avec l'anniversaire de Patrice Lumumba, avec le discours du président Gbagbo, des gens ont fait des rapprochements entre le président Gbagbo et Patrice Lumumba. Est-ce que vous pensez que le président Gbagbo avait vraiment cette carrure-là, cette épaisseur de pouvoir, de pouvoir être, ou bien de ce rapprochement Gbagbo-Lumumba, ou bien Gbagbo-Thomas Sankara? Bon, cela dit, ma réponse va vous surprendre. La réponse va vous surprendre et je vais vous dire pourquoi. C'est une des choses que j'ai reproché à Gbagbo. Et je l'ai déjà dit dans plusieurs interviews. Que quand tu es un président africain, que tu commences à parler de souveraineté, d'indépendance, de dignité africaine, c'est automatiquement une déclaration de guerre à ceux qui veulent que l'Afrique reste dans l'état dans lequel elle est. Donc, Laurent Gbagbo, pour moi, aurait dû créer des structures pour que les Africains, comme ceux qui sont devant moi, comme d'autres personnes, des Noirs américains, ceux qui sympathisent avec le combat d'une Afrique nouvelle, et pour qu'il y ait ce qu'on pourrait appeler un mouvement panafricain au XXIe siècle, Gbagbo Laurent ne l'a pas fait. Et ça, je l'ai déjà dit, j'ai trouvé que c'était une faiblesse dans son parcours politique, parce que les gens comme les Kwame Nkrumah, qui eux-mêmes avaient déjà des relais dans le monde, les Occidentaux ont réussi à les renverser. Quelqu'un comme Thomas Sankara, que les gens ont admiré en Afrique, les gens ont réussi à les briser. Les Occidentaux font la même chose. Maintenant, Thomas Sankara, comparé à Gbagbo Laurent, je peux me permettre de le dire, il a exprimé de façon claire qu'il était panafricaniste, il a tenu un discours panafricain, il a posé des actions panafricaines. Gbagbo Laurent n'a pas dit qu'il ne s'est jamais réclamé du panafricanisme. En tout cas, c'est ce que quand je lis, je n'ai pas vu Gbagbo en train de dire qu'il est pour le renouveau, il est un panafricain. Je n'ai pas entendu ça. Si vous avez entendu ça, vous pouvez me le dire. Mais pourquoi aujourd'hui les Africains, les Camerounais, les Sénégalais, même des Burkinabés, les Maliens, tous ces gens-là estiment qu'ils peuvent se retrouver dans le combat de Gbagbo? Parce que le panafricanisme, c'est aussi un mouvement de résistance contre tout ce qui est colonialiste ou tout ce qui est néocolonialiste. Et quand on voit Gbagbo Laurent échapper à une tentative de coup d'État des Français en 2004,
quand on voit Gbagbo Laurent résister, même si on pensait qu'il avait perdu les élections à la France et puis aux puissances occidentales, des Camerounais, des Gabonais qui savent l'histoire, même qui pensent peut-être même qu'il avait perdu les élections, encore que d'autres estiment qu'il n'a pas perdu les élections, ils estiment que ce monsieur-là, il fait partie de ceux qu'ils veulent voir dans le lot de ceux qui sont en train de lutter par rapport à la résistance de l'Afrique contre les forces néocoloniales. Oui, Oumar, oui, allez-y, vous avez une question pour le docteur. Je pense que le débat il devient de plus en plus intéressant. Je voudrais juste dire à tous ceux qui nous suivent maintenant que le docteur Nyaka, comme il a dit tout à l'heure, s'est déplacé spécialement depuis Washington DC où il réside jusqu'à New York pour participer à cette émission. C'est dans ce sens-là que la direction d'Ivoire TV me charge de lui dire infiniment merci pour ce déplacement. Oumar, allez-y. Oui, docteur, si j'ai bien compris, une de vos définitions du panafricanisme, c'était de s'opposer par principe aux interventions étrangères. Ok, ça fait partie. Voilà, ça fait partie. Bon, je vous pose une question. Que pensez-vous de l'intervention ou de la non-intervention étrangère au Rwanda en 1994, avec toutes ses conséquences? Et aussi, que pensez-vous de beaucoup de présidents africains, comme Gbagbo, comme Mobutu, je crois, et puis Kadhafi, ou même Mugabe, c'est quand ils sont dans des problèmes qu'ils évoquent le panafricanisme, alors que dans leurs actions quotidiennes de gestion du pouvoir, ils posent des actes complètement anti-panafricanistes. Le cas de Gbagbo, ou le traitement qu'il a réservé à mes compatriotes en Côte d'Ivoire, ça n'a rien de panafricaniste. Je peux témoigner. Quel est le traitement que Gbagbo Laurent... Je peux témoigner des Burkinabés, de ma connaissance, de ma famille, qui, au moment où Gbagbo était au pouvoir, ont perdu la vie à Abidjan. Les gens sont rentrés parce que, et les témoignages très graves, ils ont perdu tout le monde, ce n'est qu'eux seulement qui restaient, ils sont rentrés. Donc, ça, c'est des actes très graves que quelqu'un qui gère le pouvoir pose contre des Africains. Et comme disait Wad, en 2000, je ne me rappelle plus combien, un Burkinabé, ce qu'il vivait à Abidjan, était pire que ce qu'un Africain vivait en France. Ok. La question que tu as posée, ce sont de très bonnes questions. C'est vraiment de très bonnes questions. Le débat, on va se parler franchement. La première des choses que je vais dire par rapport au truc du Rwanda, c'est une très bonne question. On ne m'a jamais posé cette question, elle est vraiment lumineuse. Mais c'est vrai, quand on voit qu'il y a eu près de 800 000 morts, comment on appelle, en fait, c'est pas 400 000 ou 800 000 au Rwanda, donc je pense qu'on aurait souhaité que, pour employer, je n'ai pas envie d'employer le subjonctif imparfait, que les Blancs et que les Occidentaux interviennent. C'est ce qu'on aurait souhaité. Ce que je suis en train de dire, et que je crois que j'ai du mal à me faire comprendre, quand les Occidentaux ont fait la résolution 1795 pour aller bombarder Gbagbo, quel était leur argument? Que Gbagbo Laurent est en train de tuer les civils, n'est-ce pas? Vrai ou faux? C'est ce qu'ils ont dit. Je voudrais votre accord avant de continuer. C'est ce qu'ils ont dit, n'est-ce pas? Vraiment, je n'ai pas les détails. Ok, bah c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit, que Gbagbo Laurent était en train de tuer les populations civiles. Et c'est le même argument qu'ils ont utilisé avec la Libye. Mon point est le suivant. Et je l'ai déjà dit plus d'une fois sur les émissions, dans des émissions. La marche du 16 décembre 2010, qui a été lancée par Soro Guillaume, avec l'approbation de Alassane Draman Ouattara, et sans l'accord, parce que je peux le dire, parce que j'ai vu l'interview de Choi, qui ne voulait pas que Alassane Ouattara autorise cette marche. Ça est sur YouTube. On a vu des partisans d'Alassane Draman Ouattara avec des armes lourdes dans les manifestations. Depuis quand on fait une manifestation dans les rues avec des armes lourdes? Je ne suis pas d'accord, il faut écouter. Je ne suis pas d'accord pour la perte en vie humaine en Côte d'Ivoire, que les gens qui meurent, que ce soit Gbagbo Laurent les forces de Gbagbo Laurent qui les tuent, ou les forces de Alassane Draman Ouattara qui les tuent. Moi, mon discours, quand je parle, c'est un discours de vérité. Vous allez sur YouTube actuellement, vous mettez la manifestation du 16 décembre, vous allez voir les gens en armes lourdes. Maintenant, les forces de Gbagbo Laurent, dans un contexte dans lequel ils étaient, ils ont certainement commis beaucoup d'atrocités. Moi-même, docteur, je ne parle pas de ça, je parle de antérieur à ça. C'est parce que
Non, c'est parce que vous ne... Je parle de ce que le Burkinabé, écoute-moi. Qui est boy quelque part, vit à Abidjan. Écoute-moi. Tu m'as posé une question, il faut me laisser répondre. Si je dis que j'ai fini et que tu as le sentiment que je n'ai pas répondu, donc maintenant tu peux me dire, ah, vous n'avez pas répondu, comme le frère a fait tout à l'heure. Donc je dis que quand les gens sont dans les rues avec ce genre de choses-là, c'est une situation de confusion. Je ne justifie pas. Et je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez eu l'habitude de voir mes interviews, peut-être c'est ça la différence entre moi et d'autres. Moi j'ai dénoncé les crimes de Gbagbo. Vous parlez des Burkinabés, il y a eu des gens, des innocents qui ont été tués pendant que Gbagbo le était au pouvoir. Et ça je l'ai dénoncé. Ce que je n'ai pas apprécié, c'est quand on veut me présenter à la Saint-Domingue Ouattara comme un ange. Ça je ne peux pas accepter ça. Qu'on parle de Gbagbo Laurent comme étant un tyran dictateur, alors que Blaise Compaoré au Burkina Faso et qu'il était la base de la guerre en Côte d'Ivoire, au Libéria et en Sierra Leone. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les gens qui sont morts, les Burkinabés qui ont été tués, j'ai eu des témoignages. C'est ce que je suis en train de dire. J'ai eu des témoignages des gens qui sont morts en Côte d'Ivoire, aussi des gens qui sont morts, qu'ils soient Burkinabés, c'est ce que je veux que tu comprennes, qu'ils soient Ivoiriens, qu'ils soient même des BT, pendant que Gbagbo était là. Parce que dans la façon dont les gens géraient les choses, ils ont fait beaucoup de choses. Et un truc que je vais te dire rapidement, c'est que la marche du 25 mars 2004, je crois c'est 25 ou 24 mars 2004, que les gens du RHDP ont lancé, selon les informations que j'avais, ces gens-là, ce jour-là, n'étaient pas, peut-être que c'était une marche insurrectionnelle que les gens faisaient, mais les gens n'avaient pas des armes. C'est ce que je crois. Mais il y a eu beaucoup de gens qui sont morts, quoi. Peut-être 300 personnes qui étaient tuées, parce que Gbagbo Laurent voulait protéger son régime. Ça là, il m'est arrivé déjà de dénoncer cela. Donc si vous voulez qu'on soit sur la même longueur d'onde, je reconnais qu'il y a eu des Ivoiriens et des Africains qui ont été assassinés. Quand Gbagbo Laurent était là, je voudrais aussi que vous compreniez que Blaise Compaoré ne peut pas s'en tirer comme cela dans cette situation quand on est en train de parler du problème de la Côte d'Ivoire. Maintenant, par rapport au panafricanisme, j'ai dit tout à l'heure que quand on est en train de comparer ce qui se passe, moi, j'ai réussi, vous êtes intéressé un peu à moi, vous devez savoir que pendant 10 ans que Gbagbo Laurent était au pouvoir, j'ai eu des rapports distendus avec l'administration de Gbagbo Laurent. Si vous croyez que je mens, allez-y faire votre enquête et puis vous verrez. Donc j'ai eu des rapports distendus avec son administration parce qu'il y a des choses que je ne comprenais pas dans sa façon de gérer le pays. Par exemple, tout à l'heure j'ai mentionné le problème du panafricanisme. Pour moi, tu es un leader africain, tu arrives, les Français ne te contrôlent pas, ils pensent que tu es un homme imprévisible. D'une façon ou d'une autre, tu dois pouvoir étendre ta base un peu partout. Et comme des gens l'ont fait, Laurent n'a pas fait ça, Laurent Gbagbo n'a pas fait ça, et ça c'est des choses que j'ai déjà dénoncées. Maintenant, ce n'est pas parce que Gbagbo Laurent a commis, les forces de Gbagbo Laurent ont commis ses fautes, que je vais être d'accord que des Occidentaux viennent bombarder le palais présidentiel de Côte d'Ivoire. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que les mêmes Occidentaux qui parlent de démocratie, ils ne sont pas allés au Burkina Faso. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que moi, là, je fais partie de ceux qui ont eu une très grande admiration pour Thomas Sankara. Sankara n'était pas un homme parfait, mais en tout cas, il était sincère, parce que ce qui manque, il était sincère par rapport au destin du Burkina et puis par rapport au destin de l'Afrique. Il a été assassiné avec la complicité des Occidentaux qui nous parlent de démocratie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, comme je l'ai dit, j'ai déploré les morts en Côte d'Ivoire sous le régime de Gbagbo. Ça, je l'ai dit. Ah, déjà, tu peux aller vérifier, qu'ils soient ivoiriens ou qu'ils soient africains. Voilà, donc voilà, c'était pour te dire, pour répondre à ta question. Oui, docteur Nyaka, je pense que nous allons aussi aborder un peu... Peut-être il faut lui laisser terminer sur ce... Ok, oui, allez-y, Oumar. Je voudrais, simplement pour voir si je vous comprends, la conclusion que je peux tirer, c'est que pour l'interventionnisme étranger en Afrique, donc ça va être au cas par cas. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Et que même votre avis. Non. Est-ce que vous pensez... Moi, mon avis est que quand vraiment la situation est lourde de danger, comme c'était le cas au Rwanda, je pense que c'est normal d'intervenir pour sauver des vies. Oui, mais même au Rwanda, là, on est en train de parler du Rwanda, là. Mais c'est parce qu'on parle du Rwanda, n'est-ce pas? Mais c'est parce que les mêmes là, quand ils ne sont pas intervenus là, d'abord, ils ne sont pas intervenus en Côte d'Ivoire pour promouvoir la démocratie. Ils n'interviennent pas en Libye pour promouvoir la démocratie. Donc quand ils ne sont pas intervenus au Rwanda là, c'est pour créer le chaos. Donc, et c'est eux qui ont été...
C'est eux qui ont été... C'est-à-dire, on peut faire les enquêtes, mais la mort du président rwandais, dont l'avion a été attaqué, tout ce et puis il est décédé. Juvenal Abiyarimana. Julius Abiyarimana. Juvenal Abiyarimana. Enfin, je sais que c'est Abiyarimana. Ce monsieur, quand il a été assassiné, tout le monde sait l'implication et puis la complicité de cette puissance occidentale qui savait que les Hutus, qui sont la majorité, s'ils perdaient leur leader, que les gens pouvaient avoir une relation telle qu'ils l'ont eu. Mais ils ne l'ont pas empêché parce que c'est ce qu'ils voulaient, ce qu'ils ont voulu, ce que nous voyons, c'est ce qu'ils ont voulu, et c'est passé. Donc, ce que je voudrais que les Africains comprennent, il ne faut pas qu'on se trompe, il ne faut pas qu'on se voile la face. Les Occidentaux ne sont pas des humanistes tels qu'ils le disent. Depuis l'esclavage jusqu'à aujourd'hui, chaque fois qu'ils ont eu à avoir des relations avec l'Afrique, hier, c'était la civilisation que les gens voulaient nous apporter. Et ils nous ont mis en esclavage. Après, ils sont venus, ils ont voulu apporter la religion. Ils nous ont mis en esclavage. Aujourd'hui, ils parlent de la démocratie et la défense des droits humains. Et puis, ils brisent les leaders qui ne contrôlent pas. Et puis, ils pillent les ressources de nos États. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, dans ce décor-là, j'aurais souhaité que Gbagbo Laurent ait pris les dispositions pour empêcher que la crise arrive en Côte d'Ivoire et pour que des Ivoiriens et des Burkinabés ne meurent pas. Et c'était aussi, autre élément, une des choses que je lui ai reproché, le fait de n'avoir pas pris les conditions pour préserver l'intégrité du territoire qui a été attaqué par des rebelles qui sont venus du Burkina Faso. C'est arrivé. Et on a vu le chaos que ça a créé en Côte d'Ivoire. Des gens sont morts. On aurait souhaité qu'il ait une action différente pour qu'on ne puisse pas parler de Gbagbo Laurent comme quelqu'un qui, de façon délibérée, voulait tuer les Burkinabés. Oui, docteur Nyaka, moi je voudrais un peu vous lire ce passage qui a été mis au grand public je crois le 7 avril 2010 par Semataou. Et voici ce qu'il disait exactement. Il y a trop de charlatans politiques ou autres facétieux historiens des faits politiques africains. On parle de panafricanisme sans savoir quelle est son histoire. On fait de la récupération tendancieuse à des fins électorales. Voilà les données historiques du panafricanisme, données qui doivent être enrichies et confortées par les vrais militants d'une Afrique unie et libre, de sorte d'être vraiment au fait de ce qu'ils défendent, car on se rend compte que les Africains défendent des choses dont ils n'ont même pas la connaissance ou inversement se battent contre des idéaux et des valeurs qui sont des outils précieux de leur libération. L'avenir se trouve dans le passé et non le contraire. Docteur, vous en tant que consultant politique, grand défendeur du panafricanisme, qu'est-ce que vous faites de... D'abord, je ne connais pas la personne. Et donc, je ne connais pas la personne, je ne sais pas si la personne si l'homme était un expert du panafricanisme, ou s'il est historien, ça je ne sais pas. Donc, ça va être difficile que je puisse me prononcer sur la personne. Mais par rapport à ce qu'il a dit, moi la difficulté, et c'est ce qui est un peu difficile, hein, et que je me permets de le dire, et je crois que je le fais poliment, sans blesser qui que ce soit. C'est-à-dire, si vous parlez avec quelqu'un comme moi, ce que je souhaiterais que vous compreniez, c'est que moi, je n'ai pas un agenda particulier. Je n'ai pas, comme je l'ai dit, je n'ai pas été dans le régime de Gbagbo Laurent. J'ai été journaliste, j'ai travaillé dans son journal pendant 4 ans. J'ai quitté son journal à un moment donné parce qu'il y avait eu un certain nombre de choses qui n'avaient pas été réglées comme il se devait. J'ai eu mes difficultés avec son administration quand il était dans l'opposition. Mais moi, je partage une bonne partie du combat de Gbagbo Laurent. C'est lui qui a lutté pour qu'il y ait la démocratie en Côte d'Ivoire. Et c'est avec lui, qu'aussi imparfait qu'il est, que les Africains ont pensé qu'il était temps de dire trop, c'est trop, contre les interventions des interventions néocoloniales. Donc, si Gbagbo Laurent a fait une récupération néocoloniale, a fait une récupération politicienne,
ou électoraliste par rapport au truc du panafricain, je l'ai expliqué tout à l'heure, que les notions d'unité, c'est ce que j'ai dit, les notions d'unité, de coopération, de solidarité, de résistance contre l'esclavage, de tous les systèmes qui oppriment l'Africain, les peuples de descendance africaine, c'est dans ce décor-là que le panafricanisme a évolué. Donc, Gbagbo Laurent peut faire ses manipulations politiciennes, mais à partir du moment où son combat est perçu par des Africains comme une forme de résistance contre le néocolonialisme, il est automatiquement reconnu par une partie des Africains ou des panafricanistes comme quelqu'un qui est en train de lutter pour faire avancer l'idéal du panafricanisme. C'est ce que j'ai dit au départ. Donc c'est ma réponse à cette question. Et je n'ai pas envie de perdre le temps sur l'intervention. Qui aujourd'hui, selon vous aujourd'hui, qui aujourd'hui en Afrique est ce panafricanisme qui est en train de submerger? D'émerger en Afrique? Oui. Non, bon, en tout cas au niveau des leaders, je crois que il y en a pas. C'est Kadhafi qui essaie de promouvoir l'idéal. Mais tout à l'heure, je vous ai expliqué les faiblesses de Kadhafi. Pourquoi est-ce que son idéal ne pouvait pas aller plus loin, dans la mesure où il était connu par des gens comme un conquérant qui a déstabilisé plusieurs pays africains. Et puis Gbagbo Laurent, qui était dans un contexte de guerre et qui, pour défendre son régime ou des trucs, il y a eu des dégâts collatéraux qui ont causé la vie, en fait, la mort des Ivoiriens et puis des Africains. Donc voilà les deux. Maintenant, s'il y a d'autres personnes, vous me dire. Docteur, je voudrais bien m'excuser. Docteur, je voudrais vous poser cette question. Parce que au cours d'une de mes émissions, il y a de cela quelques mois, voilà, j'avais posé la question de savoir si les Africains savent vraiment réfléchir. Je le dis parce que je sais que vous, docteur Nyaka, vous avez un doctorat. Vous êtes allé à l'université de Harvard. Et puis, pourquoi est-ce qu'en Afrique, on n'évite pas ce qui est arrivé aux voisins? Parce que la première guerre en Afrique, je pense qu'elle est partie du Tchad, et après je peux vous citer, il y a le Rwanda, il y a le Libéria, aujourd'hui il y a le Burkina Faso, il y a le Sénégal. Pourquoi est-ce que nous, Africains, parce on ne que sait les pas gens éviter? Parce que c'est pas nous qui fabriquons les armes. Et ça, je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre ça. Docteur, ceux qui fabriquent les armes là, ils créent les conditions, ils te verront toujours un individu. C'est-à-dire, si vous avez suivi le parcours de Sankara, et je parle beaucoup de Sankara, pas parce que vous êtes burkinabé, vous êtes devant moi. Il arrive, j'ai parlé de Sankara, vous pouvez aller sur mon site, j'ai donné des interviews à des Camerounais où j'ai parlé de Sankara. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Voilà un jeune homme qui vient et qui parle d'une révolution. Et puis, bon, pour activer l'affaire de doctorat, ça n'a rien à voir avec les affaires de réflexion. Ça, je ne veux pas me considérer comme un grand intellectuel. Parce que j'avais une vision à promouvoir, il fallait que je fasse tout pour pouvoir finir ces études-là. Donc on a quand même ça de côté, cette affaire de diplôme-là. Mais des gens comme Sankara, qui n'a peut-être pas fait de doctorat, était l'une des âmes les plus merveilleuses qu'on puisse avoir en Afrique. C'est-à-dire, quand vous parlez, on peut parler, on laisse Gbagbo, on peut laisser Kadhafi. Eux, ils ont peut-être fait, ils ont commis des fautes, peut-être même, on peut dire des fautes graves, si vous voulez. Mais on les laisse. Sankara. Quand Sankara arrive au pouvoir, et que les Burkinabés transforment le coton, et que les gens commencent à porter le faso, comment on appelle ça, dans Fani, et que les gens commencent à travailler, que les gens sont dans les rues, malgré les erreurs ou les fautes de Thomas Sankara, que cela commence à faire des émules en Afrique, et que Sankara meurt. Oui, Blaise Compaoré est responsable, mais il n'est pas le seul responsable, c'est ce qu'ils sont venus depuis. Il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce que Sankara prospère. C'est pour ça que l'Afrique est dans cet état. Maintenant, vous parlez de l'Afrique. On a connu 2 guerres mondiales, n'est-ce pas? Et les 2 guerres mondiales là, elles ont eu lieu où? En Europe. Et c'était dans quel siècle? 19e siècle. Hein? 19e. Non. Au 20e siècle. 19e, fin. Non, 20e siècle. Donc c'est tout récemment là, que c'est après 1945, quand les Occidentaux se sont rendus compte que ça leur a pris 2 guerres mondiales. Parce que c'est ce qu'il faut que vous sachiez. Ça a pris 2 guerres mondiales aux Occidentaux, en fait aux Européens, pour comprendre l'importance de l'unité, ce que les Américains ont compris depuis le XVIIIe siècle. Il a fallu près de 200 ans
aux Européens pour dire, ah bon, à partir de maintenant, il faut qu'on puisse être unis, l'unité c'est important, 200 ans. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils faisaient? On a eu des guerres de 100 ans en Europe, on a eu tout ce qu'il y a eu la montée des nationalismes depuis 1871 jusqu'à la Première Guerre mondiale en 1914. Voici aussi l'histoire de l'Europe. Donc on est des hommes, et donc s'il y a des faiblesses dans un contexte bien déterminé, il faut qu'on sache que si nous qui sommes ici dans cette salle, on commence à comprendre que nous avons un devoir à jouer, un rôle à jouer, et que les Africains commencent à devenir ce qu'on pourrait appeler self-conscious, et qu'on commence à comprendre que oui, Gbagbo Laurent a essayé, il a échoué, si on veut penser qu'il a échoué, et Kadhafi a échoué, Sankara a échoué, Kwame Nkrumah a échoué, mais il y avait un aspect de leur combat, que ce soit en Gbagbo, en Kadhafi, en Sankara, sur lequel nous on doit s'appuyer pour essayer de promouvoir une nouvelle conscience collective africaine au XXIe siècle. Si on le fait, on peut réduire les guerres, on peut réduire nos souffrances, et puis l'Afrique peut jouer un meilleur rôle dans le Conseil des Nations. Je voudrais vous dire qu'en fait, cette émission de ce soir s'étalait sur deux aspects. Le deuxième aspect, celui que nous avons d'abord mis en exergue, c'était le réveil du panafricanisme. Mais en fait, le premier aspect, c'était la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il nous reste 15 minutes d'émission. C'est sur ça que nous allons tabler maintenant. Alors si mes frères ici ont des questions, que ce soit sur la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Docteur, c'est vrai que vous avez votre truc, mais si c'est sur cette affaire, on n'a qu'à régler, on aura le temps de parler de la crise post-électorale. Il n'y a pas de problème. S'ils ont des questions, il faut leur permettre. Bon, on va poser les questions en même temps. Voilà, allez-y alors. Donc, moi, c'est juste une petite intervention. Moi, je suis très content pour le développement que vous avez fait sur beaucoup de vos thèmes. Okay. Je suis très content pour avoir beaucoup fait l'analyse, surtout approfondie sur la situation que nous vivons en Afrique. Okay. Je suis d'accord avec vous sur beaucoup de points, mais sur certains, je ne suis pas d'accord. Surtout dans le cadre de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Le gouvernement de Laurent Gbagbo jusqu'à la crise post-électorale. Il n'y a pas de problème. Donc, on va revenir d'abord, panafricanisme, pour moi, et les leaders panafricanistes, ceux qui ont montré même les caractères panafricanistes, c'était des leaders qui d'abord sont venus à l'État vraiment pauvre parce qu'ils pensaient à leur peuple, à leurs prochains, aux Africains en un mot. Ils pensaient à l'unité nationale. Donc, ils n'ont pas eu le temps ni l'audace de penser à s'enrichir eux-mêmes. Vous avez vu le cas de Sankara. Je ne dirais pas Sankara parce que je suis du Burkina, je dirais Patrice Lumumba. Vous avez les grands leaders, tous ceux qui ont voulu voir l'Afrique, leur peuple, qui ont aimé, qui ont eu l'amour de leur peuple, étaient des panafricanistes et ce sont des gens qui sont morts assassinés ou morts naturels, mais qui sont morts de façon pauvre. Et aussi parce qu'ils ont eu l'amour de leur peuple. Nous avons vu, je ne dirais pas que le président Gbagbo n'a pas eu l'amour des Ivoiriens, comme ne l'accuse pas. Mais je vais dire par là que... Qu'est-ce que vous reprochez à Gbagbo? Moi, je reproche à Gbagbo, voilà, nous accusons l'Occident, nous accusons la France. C'est vrai ce que vous avez dit. Vous avez parlé du Burkina Faso, Blaise Compaoré là-bas, mon frère est là. Nous savons qu'au Burkina Faso, il n'y a pas de démocratie, c'est la Kalachnikov qui élit Blaise Compaoré depuis 24 ans. Nous savons aussi que la France, malgré tout cela, encourage. Et je vais vous choquer, je vais vous surprendre. Vous savez, après les mutineries au Burkina, certaines sources auraient affirmé que la force du corps est en train de protéger Blaise Compaoré actuellement. Sous prétexte que être allé là-bas pour protéger les ressortissants français. Donc, je veux dire par là que ce que vous avez dit, d'un côté, je suis d'accord entièrement avec vous. Mais de l'autre côté, Gbagbo, il ne faudrait pas que, nous sommes tous en train de promouvoir la démocratie. Parce que sans la démocratie, il n'y a pas de bonne gouvernance, il n'y aura pas de développement, et par conséquent, il n'y aura pas de paix. Il y a eu un processus. Certes, Gbagbo Laurent est arrivé au pouvoir en 2000, suite à une élection un peu, je vais dire calamiteuse, et un peu discutable, parce qu'il y avait des frustrations de part et d'autre. Mais maintenant, après, Gbagbo Laurent a fait face à une agression, comme vous l'avez dit, comme beaucoup de gens le connaissent d'ailleurs et le savent. Nous sommes tout à fait d'accord avec cela. Mais après cela, il y a eu des élections qui se sont organisées. Pourquoi est-ce que Gbagbo Laurent n'a pas suivi le jeu démocratique pour ne pas donner une excuse à cet Occident que vous décriez, de venir s'impliquer encore dans Merci bien, Yves. Merci bien. Je pense que Docteur, on va aussi prendre son intervention. Comme ça, s'il y a des réactions, voilà, vous allez peut-être cumuler les deux et puis réagir une fois. Voilà. Oui, allez-y. Personnellement, je vais m'éloigner de l'aspect politique Gbagbo et panafricanisme pour revenir à la citation que vous avez lue, Gervais, que je trouve très intéressante et qui pose même l'essence de ce qu'on peut donner comme idée au panafricanisme maintenant.
Et je crois que la personne a terminé en disant que l'avenir se trouve dans le passé. Je souhaiterais qu'on discute de ça, parce que personnellement, je ne partage pas beaucoup cet avis. On peut s'inspirer du passé, c'est vrai, mais aujourd'hui, ce que je trouve, quand je discute surtout avec des gens qui se disent panafricanistes, ou qui épousent l'idée panafricaniste en Amérique ici, je trouve qu'ils sont très passéistes. Ils ont tendance à romanticiser l'Afrique ancienne que nous ne connaissons pas. Nous savons ce qui nous a été transmis, nous avons une idée, nous n'avons pas vraiment quelque chose d'écrit clair comment les choses se passaient en Afrique. Avant même la période coloniale. C'est ce que les gens d'ici, avec lesquels j'ai discuté panafricanisme, ont tendance à faire. Moi, je pense que les dirigeants comme les Kwame Nkrumah, les Sankara, ils ont posé des actes. Les Marcus Garvey, les Dubois, ils ont réfléchi, ils ont écrit, ils ont posé des actes. On doit s'inspirer de cela. Mais aujourd'hui, pour que le panafricanisme puisse vivre, il faut qu'il soit très économique. L'Afrique, tant que l'Afrique n'aura pas une puissance économique, l'Afrique a des ressources, mais l'Afrique n'est pas une puissance économique, et ne pourra pas avoir sa place dans le concert des nations. Okay. Je pense que ça c'est très important. Le contenu que nous devons donner au panafricanisme aujourd'hui et demain serait qu'il soit vraiment économique. Comment nous, en tant qu'Africains, nous pouvons réfléchir pour pouvoir relever le niveau de vie de nos compatriotes en Afrique. Okay. Ça c'est très important, Okay. parce que nous vivons dans une misère extrême Okay. au Burkina que je connais. Mais nous, en tant que diaspora, nous pouvons participer, nous pouvons faire améliorer les choses à travers les idées, à travers différents apports que nous pouvons faire. Mais je pense qu'il est temps qu'on arrête de penser que l'Afrique était un royaume angélique avant. Okay. Tout ce qu'il a été, il a été. Le passé est passé, on ne peut pas le refaire. Okay. Maintenant, juste une minute, maintenant, nous devons nous inspirer de cela pour aller de l'avant. Et à mon sens, l'inspiration, tout ce que nous devons faire, ça doit être vraiment basé sur l'économie. Merci. Ouais, Okay. Docteur, juste avant que vous ne réagissiez aux deux interventions, je voudrais quand même vous faire cette citation de Patrice Lumumba, qui a dit le 30 juin 1960, le jour de l'indépendance de la République du Congo. En ce moment, il était le Premier ministre, et il a dit ceci lors de son discours. Voilà, cette lutte qui fut de larmes, de feu et de sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. C'est en fait pour soutenir ce qu'il a dit. Allez-y, docteur, je voulais juste apporter cet élément additif. Je vais voilà ce que je vais faire. Peut-être parler un peu de Lumumba et répondre à ce que le frère Utunji a dit, et puis revenir sur ce que Bambara a dit. Et puis on va peut-être passer plus de temps par rapport à la crise post-électorale. Ok. Et quand on parle de Gbagbo Laurent, aujourd'hui, c'est-à-dire je comprends, comme je l'ai dit tout à l'heure, je comprends la douleur de ceux qui ont perdu des parents en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas parce que vous êtes là, mon discours a été le même. On ne peut pas être panafricain et puis estimer que bon, s'il y a eu des populations qui sont peut-être brimées à tort ou à raison, donc bon, c'est une bonne chose. Parce qu'à partir du moment où des gens meurent, là, ce n'est pas moi, je n'ai jamais été d'accord pour ça. C'est comme ça que je suis. Personne ne sait comment est-ce que l'histoire de Gbagbo sera dans 50 ans. Parce que Lumumba dont on parle, aujourd'hui on parle de Lumumba, c'est vrai, c'est un gars qui a résisté. Nous on a fait une conférence à DC où on a essayé de comparer le destin de Gbagbo et le destin de Lumumba au-delà de l'élection. Vous allez être surpris de voir qu'il y a des points de similitude dans les parcours des destins de ces deux individus. L'ONU, les États-Unis, comme la même chose là. Ça s'est déjà passé 50 ans dans le passé. Et puis aujourd'hui, on est en train de vivre ça. Gbagbo Laurent a commis des erreurs. Je les ai dénoncées hier quand je ne parlais pas sur les antennes. J'en dénonce aujourd'hui quand je suis en train de parler. Mais je voudrais qu'on voit la chose suivante. Pour rester dans le domaine du panafricanisme, il y a un nom que j'ai oublié, c'est Cheikh Anta Diop, qui a écrit un livre intitulé Black Africa, l'Afrique noire, les conditions culturelles et économiques d'un État fédéré. Si vous avez le temps, achetez le livre. Je crois que ça a été publié en 1987.
C'est un des petits, ce livre-là est aussi petit qu'il est, qui m'a permis de proposer, de faire ma thèse. Parce que quand on voit les gens du ce qu'on appelle le consensus de Washington, que le FMI, il faut libéraliser. Et il faut pas que, par exemple, quand on parlait des problèmes des Occidentaux, les Occidentaux demandent à nos chefs d'État de ne pas subventionner l'agriculture, mais eux, ils subventionnent leur agriculture pour qu'ils puissent produire en masse et puis vendre ça sur le marché international et puis déstabiliser la compétitivité des produits africains. Ça aussi, c'est la réalité et ça fait partie des systèmes qui sont en train de promouvoir pour briser l'Afrique, pour que l'Afrique ne soit pas une Afrique qui puisse s'autosuffire sur le plan alimentaire. Donc, je suis d'accord avec Outoundji. C'est pour ça qu'avec mes connaissances limitées en politique publique, je n'ai pas fait d'économie quand je faisais ma licence. J'ai cherché à comprendre dans les livres d'économie pour voir si on pouvait proposer un modèle de développement économique. Et c'est ce que j'ai essayé de proposer dans ma thèse. Quand je vais la nettoyer, je vais l'améliorer, je vais la publier peut-être dans 1 an ou 2 ans, pour qu'on puisse au moins dire que des Africains ont essayé de proposer un modèle de développement économique qui n'a rien à voir avec ce que les Occidentaux nous imposent. Donc je suis d'accord avec vous. Et Cheikh Anta Diop, on en parlait dans son livre, où il a montré qu'au commencement était l'énergie, et que si on développe l'énergie en Afrique, on fait le développement de l'énergie solaire, par exemple, avec le soleil quand on fait du Sahara, on peut produire l'électricité pour l'Afrique tout entière, ou encore si on développe un projet hydraulique avec le barrage de Inga, le fleuve du Congo-Zaïre, on peut avoir, vous allez être surpris, de l'électricité pour tout le continent africain et puis même donner de l'électricité à l'Europe. Ça là, ça y est dans les documents. Mais les Occidentaux ne veulent pas que les Africains comprennent cela. Et donc quand je fais mes interviews, c'est ce livre-là que je cite. Donc on a déjà un modèle qui est là, c'est à nous, comme tu l'as dit, de comprendre qu'on doit s'appuyer sur cela pour pouvoir essayer de développer nos régions. Et nous, les gens de la diaspora, il a été démontré par la Banque mondiale que l'argent qu'on envoie en Afrique est supérieur à l'aide que les Occidentaux donnent aux pays africains. Donc si on commence à orienter notre effort monétaire vis-à-vis de nos pays respectifs, dans le cadre des projets de développement comme l'énergie solaire, je pense qu'on peut déjà apporter un mieux-être à nos populations. Maintenant, pour revenir au truc de Gbagbo, bon, quand Gbagbo Laurent, il y a eu les élections, c'est vrai qu'il y avait des débats. Et moi, je l'ai dit. Ça y est, tu peux aller sur mon site. L'interview que j'ai donnée à Integration News, des gens de New York. J'ai dit, avant les conclusions du panel, que si l'Union africaine vient et dit que Gbagbo Laurent a perdu, je ne vois pas quelle raison Gbagbo Laurent devrait avoir pour rester au pouvoir. Donc ça, il faut que tu le saches, qu'à un moment donné, même s'il avait raison, et que tout le monde entier dit qu'il a tort, et qu'il sait qu'il est convaincu qu'il a raison, il y a eu des moments que Gbagbo Laurent aurait pu utiliser pour quitter le pouvoir. Bon, c'était ça, le truc de l'Union africaine. Et puis deuxièmement, quand les forces de Alassane Dramane Ouattara ont lancé l'offensive, et avant d'arriver à Abidjan, c'était encore une opportunité pour lui de partir, c'est le deuxième rendez-vous. Le troisième rendez-vous, c'est quand il y a eu le bombardement le 4 avril. Donc pour moi, le 5, le 6, le 7, le 8, Gbagbo Laurent devait partir. Ceux qui me connaissent, c'est ce que j'ai dit, je l'ai déjà dit en privé, et je l'ai dit devant les antennes. Enfin, dans votre émission. Donc, je veux dire que quand on parle de la situation politique en Côte d'Ivoire, il ne faut pas voir comme si ceux qui parlent de panafricanisme, ou bien ceux qui disent que Gbagbo Laurent a été reconnu comme quelqu'un qui a contribué au réveil du panafricanisme, et que tout ce que Gbagbo Laurent fait là, tout est juste. Moi, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Donc voilà un peu ce que je vais dire pour répondre à la question. Pour te rassurer. Ok, docteur, je pense qu'il nous reste 15 minutes d'émission. Nous allons concentrer ces 15 minutes sur la Côte d'Ivoire. Je crois que nous avons assez parlé du panafricanisme. En tant que consultant politique, quelles sont les analyses que vous faites aujourd'hui de l'avenir de la Côte d'Ivoire? Comment voyez-vous l'avenir des générations futures en Côte d'Ivoire? Bon, je vais essayer de répondre brièvement pour qu'on puisse avoir beaucoup de questions sur la situation en Côte d'Ivoire. Je me suis opposé à l'intervention militaire. Je l'ai dit un jour, il y avait le président Alassane Dramane Ouattara. En ce moment, il n'était pas encore le président effectif. Quand il a fait son intervention depuis l'hôtel du Golfe, j'étais là-bas.
J'ai pris la parole pour dire que je suis contre l'intervention militaire pour plusieurs raisons. L'une des raisons, la Côte d'Ivoire, le microcosme des États-Unis d'Afrique. Donc quand tu t'en vas pour faire une intervention militaire, ce n'est pas seulement les gens de Gbagbo ou l'ethnie de Gbagbo que tu vas tuer, parce que la Côte d'Ivoire, là, on est mélangé. C'était ça, un des arguments que j'avais donné. Deuxièmement, les gens me demandaient, mais qu'est-ce que tu penses, comment est-ce que tu penses que ça aurait pu se régler? Mais bien sûr que ça aurait pu se régler autrement. Gbagbo était fatigué. Ceux qui suivaient la situation savaient qu'en avril, Gbagbo était fatigué. Tout ce que Ouattara devait faire, c'était d'être patient. Peut-être 1 ou 2 mois. Laurent Gbagbo serait parti, ou les Français l'auraient aidé. On n'aurait peut-être pas eu besoin des bombardements. Il aurait pu devenir président. Et puis à partir de ce moment-là, il aurait pu faire ce qu'il devait faire. Mais quand on vient détruire les infrastructures du Sud, qui a soutenu le Nord pendant 8 ans, où au Nord, les populations du Nord ont payé des taxes, mais aux rebelles, mais pas à l'État, pas même à un État si tu veux, au Nord de la Côte d'Ivoire. Et que tu viens, tu détruis les infrastructures au Sud, naturellement, quand tu deviens président, tu vas avoir des difficultés pour rebâtir ce que toi-même tu as contribué à détruire. Voilà la situation dans laquelle la Centrale est. Et compte tenu du fait que ça continue de piller et que les gens continuent de violer hommes et femmes, et que voilà le décor dans lequel on est, les Occidentaux qui vont te donner de l'argent ou bien envoyer leurs avions pour bombarder Gbagbo pour qu'ils partent, comme vous le savez, ils sont en train de traîner les pieds pour lui donner de l'argent. Donc actuellement, c'est une situation qui n'est pas très confortable pour le président Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que vous avez, on parle maintenant de la Côte d'Ivoire. Voilà, si vous avez des questions spécifiques sur la Côte d'Ivoire. Bon, en plus qu'une question, je voulais donner mon avis sur... Mais allez-y, c'est votre droit, allez-y. Brièvement, pour qu'on puisse... Absolument. Et donc, parlant de l'avenir de la Côte d'Ivoire et d'une manière générale de la sous-région, moi je pense que c'est prometteur. En ce sens que, après ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, et probablement je dirais ce qui s'est passé au Burkina Faso ces 2 derniers mois, aucun président qui viendra dans ces 2 pays-là ne pensera à s'amuser avec les textes pour rester au pouvoir au-delà de tout ce qu'on leur a élu. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui il y a un problème sécuritaire qu'il va falloir régler. Bon, ça va se régler, ça prend du temps, ça va se régler. Il y a la reconstruction qui va amener son boom économique. Ça va permettre à certaines couches de la population, c'est vrai, de pouvoir trouver du travail, de pouvoir se chosiner. Et d'une manière générale, l'Afrique de l'Ouest, la perspective démocratique, si on prend aujourd'hui le Burkina et la Côte d'Ivoire, ça se règle. Il va rester peut-être le Togo et puis la Mauritanie, je pense. Et cela aussi, je me dis que dans les 5 années à venir, il y a de l'espoir. Ce que j'ai à dire, c'est que vraiment, c'est prometteur. L'avenir en Côte d'Ivoire, aussi bien qu'en Afrique de l'Ouest, est prometteur. Docteur, à quel prix aujourd'hui, parce qu'on parle des 3 R, de la réconciliation, de la relance économique et de la reconstruction. À quel prix aujourd'hui, nous, Ivoiriens, devons arriver à ce stade des 3 R, oui, aussi bien à l'intérieur de la Côte d'Ivoire qu'avec nos frères hors de la Côte d'Ivoire, nos voisins? Outoun dit qu'il est c'est sûr que quand quelqu'un parle de l'Afrique, ça veut dire que tu as une espérance pour l'Afrique. Donc moi je crois à un devenir meilleur. Mais je dis qu'Alassane Ouattara est disqualifié pour parler de réconciliation en Côte d'Ivoire. De la même façon, le forum de réconciliation, quand Gbagbo l'a fait, il a été mal fait quand Gbagbo Laurent était au pouvoir. La façon dont il a fait le forum de réconciliation a été mal fait. Je l'ai écrit dans d'autres documents. Et donc, la façon dont Ouattara est en train de faire le forum de réconciliation, il est en train de mal faire. Des gens, tous les cadres, parce que ça dit, on peut supporter quelqu'un et puis en même temps on reconnaît que ce qu'il fait là, ce n'est pas bon pour lui-même et puis pour le pays. Tu ne peux pas emprisonner le leadership du FPI et puis on va prendre leur maison partout. Même quand Gbagbo était là, que des Burkinabés mouraient ou que des Ivoiriens mouraient, et dans la guerre là, tu peux être convaincu qu'il y a eu des Burkinabés qui sont morts quand les Blancs sont venus bombarder, parce qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Les gens ne sont pas allés prendre les maisons des cadres du RDR sur tout le territoire ivoirien. Donc ils prennent les maisons de tout le monde. Ils ont emprisonné le leadership du FPI. Gbagbo Laurent à Korogo, sa femme est à Odiéné. Et puis on continue encore de poursuivre des gens. Et puis bon, on vient, on parle de réconciliation. Hier, quand Gbagbo Laurent a fait son forum et que j'ai eu le sentiment que ce n'était pas fait comme il se devait, je faisais partie de ceux qui estimaient que le forum a été mal fait. Et aujourd'hui, je peux vous dire, avec ce que je viens de décrire, que si c'est dans ces conditions que Alassane Ouattara fait le forum de réconciliation,
ça va échouer parce que la réconciliation, ce n'est pas sur le plan physique, c'est dans le cœur. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, il doit régler le problème de sécurité pour lui-même son propre intérêt. Parce que s'il n'arrive pas à mobiliser les ressources internes et que la Grèce est en difficulté en Europe, et que l'Europe est en émoi, et que les gens n'arrivent pas à avoir les ressources eux-mêmes pour eux-mêmes, c'est pas Alassane Ouattara qui est un noir. Parce qu'il faut toujours prendre en compte la dimension raciale dans les relations internationales et dans les relations entre l'Occident et l'Afrique. C'est pas lui, on va venir donner 20 000 milliards pour développer la Côte d'Ivoire. Oui, donc ça, c'est inquiétant. C'est pour ça que, tout à l'heure, le frère hier, mais c'est-à-dire il aura pu régler le problème de la mobilisation des ressources, qu'au lieu de mettre plus d'accent pour pouvoir briser Gbagbo, les gens auraient pu régler, ils auraient pu faire ça autrement. Voilà, il nous reste 5 minutes d'émission. Je voudrais juste, si vous avez une question, aller directement à votre question. Et puis le docteur on va lui donner quelques minutes pour conclure. Je voudrais pas vous n'allez pas faire de commentaire, je m'excuse. Il nous reste 5 minutes d'émission. Quelle est la question spécifique que vous avez pour le docteur? J'avais voulu parler de la Côte d'Ivoire parce que c'est un thème, oui, malheureusement, nous sommes qui m'empêche même vraiment de dormir. Docteur Nyaka a fait des belles analyses sur la Côte d'Ivoire, surtout sur l'avenir de la Côte d'Ivoire, puisqu'il disait que le président Ouattara est mal placé pour la réconciliation, parler de réconciliation. Je voulais dire tout simplement que le président Ouattara n'est pas mal placé, mais le gouvernement actuel de la Côte d'Ivoire n'est pas en bonne posture pour parler de réconciliation, puisque nous avons eu des acteurs qui ont d'une part été, avec le pouvoir de Laurent Gbagbo, qui ont été, reconnus avoir participé dans les rébellions, mais ce sont les mêmes acteurs la plupart du temps qui sont dans le gouvernement. Cela rend compliqué le travail de Ouattara. Bambara, pourquoi tu veux pas établir le lien entre la rébellion dirigée par Soro Guillaume et Alassane Ouattara? Pourquoi? Je ne peux pas le faire parce que Alassane Ouattara, personne n'a arrivé à démontrer que Alassane Ouattara était l'acteur principal de la rébellion. Okay, tu vois, quand ça devient comme ça, voilà une différence fondamentale entre toi et moi. Quand tu parlais tout à l'heure des faux pas de Gbagbo Laurent, moi je les ai reconnus. Mais si tu veux venir aujourd'hui, au moment où l'émission est en train de finir, me dire que le lien n'est pas établi entre la rébellion d'Alassane Ouattara, le débat devient compliqué. Tu sais pourquoi? Docteur, je pense que le débat va se continuer. Je voulais juste vous dire que la direction de la télé nous donne plus de temps. Voilà, donc le débat, juste pour vous dire que le débat il est encore ça va être compliqué parce que on a suivi les déclarations d'Alassane Ouattara ici. On a suivi les déclarations d'Alassane Ouattara et on a vu les médias occidentaux qui ne voulaient pas établir le lien entre Alassane Ouattara et la rébellion. Au lendemain de l'attaque, de l'offensive militaire d'Alassane Ouattara, les forces pro-Ouattara, les forces d'Alassane Ouattara, partout, c'est les mêmes blancs qui parlaient de lui, c'est ce qu'ils ont écrit. Et vous voulez me dire que Alassane Ouattara n'est pas impliqué dans la rébellion? Non. Mais vous le permettez? Oui, allez-y. C'est un débat, nous sommes... Voilà, allez-y, c'est votre droit. Je suis en train de faire une projection sur le futur de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis optimiste. Dans la mesure où, moi, ce que j'aurais suggéré à tous ceux qui peuvent parler au président Ouattara, c'est de rendre impartial son gouvernement, de faciliter même toutes ses actions politiques en Côte d'Ivoire, afin de réunifier... Donc j'arrive, je n'ai pas terminé. Moi, c'est pas une mince affaire, mais c'est possible à réaliser. Si le docteur Ouattara, dans des mois à venir, supposons que la situation de troubles, d'insécurité s'améliore et que le président Ouattara essaie de revoir la posture même de son gouvernement, je pense que tout est possible. Et vous, comme beaucoup d'autres intellectuels africains, ivoiriens, des cadres ivoiriens, pourront faire partie et jouer un rôle très important dans cette réconciliation et reconstruire la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Quelles sont les faiblesses, quelles sont les forces et les faiblesses du gouvernement actuel? D'abord, ils sont venus au pouvoir après une guerre. C'est-à-dire Alassane Ouattara que les gens connaissaient en Côte d'Ivoire quand il était Premier ministre. C'est pas parce qu'il était un ange, mais en ce moment-là, il n'avait pas comploté avec des gens de l'armée qui le soutiennent pour pouvoir tenter de prendre le pouvoir par la voie des armes. Et ce que je vous dis, je l'ai dit avant, qui ne soit un président effectif, à partir du moment où tu t'allies à des gens qui arrivent à te mettre au pouvoir, donc quand tu arrives au pouvoir et que
Aujourd'hui, tout le monde sait que ces gens, beaucoup d'entre eux n'ont pas un niveau d'éducation assez élevé. Et que tu les retrouves à la douane, à la police, dans l'armée, dans les rues. Ben ça, il ne faut pas se voiler la face. Quelle bonne gouvernance tu peux promouvoir avec ces individus? Et que tu prennes Ahmed Bakako pour le nommer ministre, si tu veux, de l'Intérieur. Ahmed Bakako n'est pas un préfet, ce n'est pas un administrateur. Et qu'il a essayé de faire la médecine au Burkina Faso. Et puis, il est devenu un homme d'affaires, que tu mets ministre de l'Intérieur. Donc, ce que je veux que les gens doivent comprendre, Laurent Gbagbo, à un moment donné, il mettait des gens à des postes où il ne fallait pas les mettre. Un peu comme il y avait le ministre de l'énergie. Et quoi, il s'appelait, c'était un jeune, j'ai oublié son nom, c'était un jeune Baoulé, qui était que Gbagbo a nommé ministre de l'énergie dans une période de délestage. Or, le monsieur venait du ministère de la communication, il a mis à l'énergie. Quel travail ce monsieur peut faire, même s'il veut? Ce qu'on est en train de dire, la formation du gouvernement faite par Alassane Dramane Ouattara, il y a des faiblesses dedans, il y a des gens qui n'ont pas les compétences qu'il faut et on les a mis à des positions, certainement parce qu'on a envie de récompenser des personnes. Dans un tel décor, c'est difficile pour le président Alassane Ouattara de faire un travail de bonne gouvernance. Maintenant, par rapport aux gens qui sont dans les rues, je ne sais pas comment il va rester. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'enlever les gens, ces rebelles des rues. Il faut restituer ce qu'ils ont pris. Il faut réhabiliter les gens qui ont été des victimes innocentes. Et ça, vous croyez qu'on fait ça facilement? Donc lui-même là, la faiblesse de Alassane Ouattara, lui-même, il est son propre ennemi. Parce que si tu prends Gbagbo Laurent, que tu l'envoies à Korogo, que tu prends sa femme, tu l'envoies à Korogo, à Oudjene, pourquoi tu ne peux pas empêcher les gens qui t'ont mis au pouvoir, comme tout à l'heure tu parlais des gens qui mouraient sous Gbagbo Laurent, et je pense que Outonji, tu devrais être en train de dénoncer cela, pourquoi tu ne peux pas empêcher ces gens d'aller derrière des innocents qui n'ont pas profité du régime de Gbagbo Laurent, et puis tu penses que tu vas parler de réconciliation? Donc Alassane Ouattara, sa faiblesse numéro 1, c'est lui-même. Il est lui-même son propre ennemi. Parce qu'actuellement, personne ne descend dans la rue. Comme il a instauré un régime de terreur, et que les syndicats ne peuvent pas fonctionner, et que ceux qui sont proches de Gbagbo Laurent sont en prison, où ils ont peur. Et puis ils continuent de poser des actes qui vont tôt ou tard revenir contre lui. Et quelles sont ses faiblesses? Quelles sont ses forces? Parce que je voudrais aussi vous poser la question de savoir, en ce qui concerne les Ivoiriens, est-ce que c'est la défense des intérêts personnels ou bien c'est la défense de la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui vraiment intéresse les Ivoiriens, chacun d'entre nous? Non, parce que je peux te dire, mon ami, on a une faiblesse, une faiblesse dans notre culture. Beaucoup de personnes dans notre pays cherchent à se positionner. Ça, on l'a vu avec Gbagbo, on le voit avec Alassane Dramane Ouattara. Ça fait partie un peu de notre culture. Donc vous allez voir des gens qui vont parler de démocratie, parler de oui, ceci, cela, mais en fait, ils vont poser des actes pour qu'ils puissent avoir la possibilité de vivre, de nourrir leur famille. Et donc, je ne peux pas dire que c'est la défense, si tu veux, de leur pays. Oui, allez-y. Docteur, je voulais vous poser une question un peu peut-être théorique ou comment dirais-je. Supposez qu'aujourd'hui, le président Ouattara vous appelle et vous nomme à la place de Guillaume Soro en tant que Premier ministre. Quel est, selon vous, qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir faire avancer le pays? Mais non seulement ça aussi, je voudrais ajouter un additif. Est-ce que vous êtes prêt à rentrer pour servir votre pays, quel que soit celui qui dirige? Ok. C'est de très bonnes questions et je vais vous répondre franchement. Jusque-là, le Dieu que je sais ne m'a pas dit que je dois rentrer à Abidjan pour servir sous l'administration de Alassane Dramane Ouattara. Non, c'est une question purement théorique. J'arrive à la théorie, je réponds. Donc ça c'est un. De deux, pendant 10 ans, quand Gbagbo Laurent était là, même s'il y avait une partie de son combat que je partageais, je n'ai jamais cherché à avoir un poste dans l'administration de Gbagbo Laurent. Les gens viennent, oui, on pense que tu peux avoir ceci, tu peux avoir cela. Donc, si je n'ai pas servi dans un poste important dans l'administration de Gbagbo Laurent, je me vois mal en train de servir dans l'administration de Alassane Dramane Ouattara. Maintenant, pour ne même pas aller plus loin par rapport à la question, je crois que je vais faire quelque chose que je n'avais pas prévu. Je ne me vois pas en train de servir sous Alassane Dramane Ouattara, donc je ne peux pas répondre à la question. Ok, juste bon, une autre manière de poser ma question.
quelle est selon vous aujourd'hui la manière de sortir Ok, de la crise de d'accord. Côte d'Ivoire? C'est ce que, en fait, c'est ce que je voulais vous Il n'y a demander. pas de problème. Voilà. Ça, Si ça- vous avez le plein pouvoir aujourd'hui... Non, non, non. J'arrive, je termine. Si vous avez aujourd'hui le plein pouvoir de mettre en chantier un processus politique ou des décisions politiques, quelles sont selon vous quelles sont les priorités? Quels sont les grands chantiers pour sortir la Ok. Côte d'Ivoire de Non, cette impasse? Je vais répondre, pas parce que je pourrais avoir les pleins pouvoirs, mais la première partie de votre question, comment je vois la Côte d'Ivoire sortir de cette affaire. Si la première des choses, c'est que Gbagbo Laurent doit être libéré. Et on libère Gbagbo. Si le président Alassane Dramane Ouattara ne veut pas que Gbagbo Laurent reste en Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent peut aller en exil, lui et sa femme, s'il estime qu'on doit le juger. Donc, alors là, dans ce cas, la justice ne doit pas être pour les uns au détriment des autres. La justice doit être pour tout le monde. Et tout à l'heure, quand je parlais, je l'ai dit, Alassane Dramane Ouattara n'a sa part de responsabilité dans la tragédie de notre pays. Gbagbo Laurent a sa part de responsabilité. Soro Guillaume a sa part de responsabilité. Si eux tous ils acceptent d'aller devant les juridictions compétentes, qu'ils aillent tous, et puis la justice fait son travail. Après, s'ils estiment que chacun reconnaît qu'il a fauté, on peut peut-être faire une amnistie. Gbagbo Laurent l'a fait. Et puis maintenant, on peut tourner la page pour pouvoir essayer de penser à la reconstruction de notre pays. Parce que des gens ne peuvent pas être en prison. Et on leur nie leurs droits. Et puis, d'autres personnes ont peur pour leur vie. Des gens continuent de fuir la Côte d'Ivoire. Et puis, on va parler de réconciliation. Donc, la réconciliation, ça, c'est un gage de sincérité que le président Alassane Dramane Ouattara doit poser pour montrer qu'il est sincère par rapport à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Premier acte numéro 1. Deuxième acte, il faut faire un recensement de toutes les victimes en Côte d'Ivoire depuis 2000, que ce soit sous le régime de Gbagbo Laurent ou même que ce soit sous le régime d'Alassane Dramane Ouattara. Et ces gens-là, on doit les indemniser parce qu'ils ont perdu quelque chose. Et l'État de Côte d'Ivoire doit trouver les moyens de les indemniser. Et, au nom de la continuité de l'État, le président Alassane Dramane Ouattara a la responsabilité de veiller à cela, que ce soit des choses qui ont été commises sous le régime de Gbagbo ou bien Gueye Robert, et puis ou bien que ce soit sous son régime. Deuxième acte. Troisième acte, l'administration ivoirienne a été détruite. Si moi j'étais Alassane Dramane Ouattara, c'était de penser, voir ça comme une opportunité pour moderniser l'administration ivoirienne. Comme tu es informaticien, c'est de faire en sorte qu'on puisse intégrer l'informatique pour que les documents qu'on faisait avec papier, qu'on puisse le faire. C'est un programme qu'il peut faire pour moderniser l'administration de Côte d'Ivoire. Quand on voit des signes comme ça, ça va petit à petit restaurer la confiance. Parce que quand il n'y a pas de confiance entre les administrés et les administrateurs, c'est difficile de réussir les programmes de gouvernement. C'est un peu ce que je voulais dire pour ne pas être plus long. Docteur Nyaka, lors de, je dirais, de la guerre, sur le dit, de la guerre en Côte d'Ivoire, nous avons vu des jeunes gens, ceux-là même qui doivent diriger la Côte d'Ivoire de demain, qui ont pillé, qui ont tué, qui ont fait vraiment tout ce qu'il ne fallait pas. Alors, pendant que ces jeunes gens s'adonnaient à ces exactions en Côte d'Ivoire, dans des pays comme le Ghana, il y a des programmes pilotés par les Indes pour former, vous avez parlé tout à l'heure de formation en informatique, pour former ces jeunes gens à savoir utiliser le système informatique. Alors vous, à votre sens, quel est l'avenir de la jeunesse ivoirienne? Ok, en tout cas frère, merci. Je vais profiter de la question que tu poses pour essayer de parler d'un truc, d'une chose qui m'est arrivé aussi de ne pas trop apprécier dans la façon dont Gbagbo a géré le pays. La Côte d'Ivoire n'est pas autosuffisante sur le plan alimentaire. Et le président Gbagbo lui-même l'a dit un jour, quand il y a eu une crise, il était obligé d'aller importer, d'aller chercher du riz en Inde, partout. Thaïlande. Voilà, il a dit ça. Ce que j'ai dit, et quand je le disais, cela a suscité le courrier de plusieurs personnes qui le soutiennent ou bien qui sont ses délateurs, et je le dis aujourd'hui, c'est que les gens qu'on a mobilisés dans les rues pour lutter contre la France, c'est une bonne chose. Du point de vue de l'émotion, de la résistance, c'est bon. Mais ça pouvait être mieux. Et comment? Pour répondre sur ce que tu as dit. Si on avait pris un pourcentage de cette population de jeunes
et qu'on leur avait demandé d'aller au village pour s'aimer le riz, et puis que si on pouvait leur donner une formation par rapport à la connaissance de l'informatique, et qu'on leur avait appris à monter acheter des petits panneaux solaires, on aurait accéléré l'électrification rurale, non pas avec les projets hydrauliques, mais par exemple avec les panneaux solaires, avec l'énergie solaire. C'est des choses simples qu'on peut faire en Afrique pour développer l'Afrique. Donc je suis d'accord avec toi que le Ghana ils le font. On pourrait te dire, bon, comme c'est un contexte de guerre, donc à la guerre, comme à la guerre, tout le monde devient sauvage. Mais avant cette escalade-là, c'est ce que je disais, je l'ai dit hier, je le dis aujourd'hui et je le dirai demain. Et si Alassane Draman Ouattara veut vraiment faire des choses, c'est-à-dire cette vengeance inutile qui est en train de continuer en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, c'est à lui-même qui se fait du tort. Il n'a qu'à arrêter cette vengeance-là. Et puis des choses simples, demander aux gens, parce que comme il y a des gens qui sont prêts à mourir pour lui, il leur demande, de la même façon, il paraît que l'Abidjan a été nettoyé, il peut faire la même chose pour aller semer le riz et puis pour faire des trucs pour pouvoir développer le pays. Mais pour le moment, je n'ai pas encore senti des signaux forts dans ce sens-là. Oui, voilà, docteur, je voudrais infiniment vous dire merci. Merci. C'est fini Non, Bon, je crois que... Oui, je crois qu'il y a... Je voulais vous demander, en tant qu'Ivoirien, quelqu'un qui aime sa patrie, vous avez dit que le docteur Ouattara... En fait, je ne voulais pas dire que c'est fini, mais je crois qu'il faut toujours rappeler à nos amis internautes le fait que vous soyez déplacés depuis Washington jusqu'ici, spécialement pour cette émission. Donc, de temps en temps, la régie me lance cet appel là de vous dire merci. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc je crois qu'on a encore une quinzaine de minutes. Voilà. Oui, je voulais vous demander quels sont parmi les... Bon, je voudrais dire les Ivoiriennes et les Ivoiriens, quels sont parmi, si on vous demande de citer des noms qui pourraient vraiment venir contribuer, aider le président Ouattara à redresser, à reconstruire la Côte d'Ivoire. Quels sont les noms que vous pourrez citer dans son... Mais moi, ce serait de la prétention. Le président Alassane Draman Ouattara a eu son doctorat en économie aux États-Unis à 30 ans. Et puis, il a travaillé au FMI et comme directeur général adjoint. Avant, il était directeur Afrique. Il a été Premier ministre. Qui suis-je Non. Qui suis-je pour lui proposer des noms? Il a été Premier ministre de Côte d'Ivoire et il connaît les gens, il a pratiqué des gens. Donc, je crois que ce n'est pas à moi de lui dire. Ce que je peux te dire, c'est que les gens du PDC ne veulent pas de Soro comme Premier ministre. Et Soro est là, pour des raisons que Alassane Ouattara considère comme importantes actuellement par rapport à la stabilité du pays. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Oui, Oumar, je crois tout à l'heure, vous avez une intervention? Vous pensez. Ok, docteur, tout à l'heure, vous avez évoqué le problème de la sécurité en Côte d'Ivoire qui était un problème criard que tout le monde dénonce. Comment pensez-vous que cela peut se régler aujourd'hui? Parce que je crois que vous avez longuement mis l'accent là-dessus tout à l'heure dans vos propos. Bon, c'est difficile. C'est-à-dire, on peut être optimiste, mais il faut en même temps prendre la réalité du terrain encore. C'est difficile. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi je dis que c'est difficile. Alassane Draman Ouattara a eu besoin des troupes de Soro, des rebelles, tous ceux qui sont venus pour l'aider à prendre le pouvoir. Il est entre le marteau et l'enclume. Je crois que j'essaie de me mettre un peu dans sa peau. S'il enlève tous ces gens des rues ou des trucs comme ça qui les fragilisent et qu'il veut compter sur une armée qui ne voulait peut-être pas qu'il vienne au pouvoir, ça va être difficile pour lui. Donc s'il les garde aussi, compte tenu du fait que les gens, beaucoup semblent être animés par un esprit de vengeance et qu'ils n'ont pas la formation qu'il faut. Ils sont en train de faire des choses qu'une armée républicaine ne doit pas faire. Donc ça aussi, ça complique sa situation. Maintenant, troisième élément, il y a les Français. En tout cas, ceux avec qui je parle à Abidjan, certains d'entre eux estiment que ce n'est pas joli de voir ces coopérants militaires français être là et que la base militaire du 43e Bima a été rouverte par Alassane Draman Ouattara. Ça donne des signaux qui ne sont pas, que les gens ne voulaient pas voir dans une Côte d'Ivoire indépendante. Maintenant, si tout dépend de sa volonté, ce qu'on appelle la volonté politique, de vouloir restaurer la réconciliation vraie en Côte d'Ivoire, c'est de donner des gages de sécurité à des gens qui sont des cadres de l'armée, qui sont au Ghana, et pour que si les gens, si par exemple Gbagbo Laurent était libéré, par exemple,
et que les gens voient qu'il y a des signaux qu'il montre, et qu'il était sincère pour pouvoir ramener la paix, ceux qui sont restés à la maison, qui ont peur pour leur vie, et quand ils verront qu'effectivement leur vie ne sont plus menacées, s'ils viennent pour pouvoir bâtir une nouvelle armée, je crois que ça peut vraiment peut-être aider à réduire ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement. Oui, Oui, je voudrais vous demander votre avis sur la commission que dirige Konan Banny, je pense. Le forum là. Oui, le forum, voilà. Vous pensez que ça a des chances de... Non, c'est ce que je suis en train de dire là. C'est-à-dire qu'il peut faire son forum, les gens peuvent venir, ils vont parler, mais les éléments que je suis en train de soulever là, si on n'a pas pris ça en compte, le forum va échouer comme le forum de Gbagbo Laurent a échoué. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que Konan Banny lui-même était ministre de Gbagbo, premier ministre de Gbagbo. Et donc il y a eu une véritable confrontation entre les deux. C'est lui que les Occidentaux voulaient utiliser, d'abord pour réduire ce qu'ils ont fait, pour réduire les pouvoirs régaliens de l'État sous Gbagbo Laurent, et puis deuxièmement pour permettre à Banny de renverser Gbagbo Laurent. C'est dans cette logique-là qu'il était devenu premier ministre. Un monsieur comme ça, il devient président d'un forum de réconciliation, il ne faut pas rêver. Donc vous pensez que le messager est... Voilà, c'est ça, le messager déjà... Quel que soit le message, le messager est disqualifié. Le messager est disqualifié déjà. Et les membres du PDC-RDA. Et qui, à votre sens, aurait pu diriger cette commission de... Moi, par exemple, ça va vous surprendre, mais celui que je voyais, ça allait peut-être un mauvais signe, mais je crois que celui que je voyais, peut-être même s'il ne devait pas être le numéro 1 de ce forum-là, il devait être le numéro 2. C'est El Hadj Boakari Fofana. C'était un musulman que j'ai vu à Abidjan quand j'étais journaliste. J'ai déjà entendu, je ne dirais pas ses sermons, ses discours assez enflammés. Et puis, comme les voies de l'Éternel sont insondables, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. Il a eu à un moment donné des difficultés avec Koudous. Et puis, il est venu aux États-Unis. Et je crois que son expérience américaine l'a touché. Et je crois que c'est lui actuellement qui est le patron des musulmans. Tu peux me corriger. Et depuis la crise, je n'ai pas vu El Hadj Boakari Fofana dire qu'il soutient Gbagbo ou bien qu'il soutient Alassane Ouattara. Ce monsieur-là, dans un forum, dans une équipe du forum de réconciliation, il aurait, c'est-à-dire, déjà lui, il aurait rassuré, et même s'il est musulman, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas parce que Alassane, on dit qu'il représente les musulmans, il va mettre Banny là, qui serait chrétien. Or, Banny est disqualifié. Boakari Fofana est musulman, mais je l'ai observé, et je peux vous dire que ce monsieur-là aurait été un bon élément si Alassane Ouattara était effectivement sincère pour m'amener une réconciliation vraie en Côte d'Ivoire. Quelles sont les relations que la Côte d'Ivoire devrait avoir aujourd'hui avec les pays limitrophes? Bon, la Côte d'Ivoire doit essayer de rebâtir, en fait, la Côte d'Ivoire doit essayer de renforcer ses liens avec les pays de la sous-région. Mais l'erreur que les gens sont en train de faire actuellement, ceux qui soutiennent Alassane au Sénégal, au Burkina, tout ça, c'est de croire que, bon, comme Alassane Ouattara est devenu président de Côte d'Ivoire, donc la Côte d'Ivoire est réconciliée avec les pays de la sous-région. Il y a un problème fondamental en Côte d'Ivoire. C'est que Alassane Ouattara, pour parler comme les Américains, is a very divisive figure. C'est-à-dire, Alassane Ouattara. Et je l'ai dit, que ni Gbagbo Laurent, avant la crise, ni Gbagbo ni Alassane ne pouvaient apporter l'unité de la nation en Côte d'Ivoire. Donc, un est certainement en prison, l'autre, par rapport à son parcours, c'est difficile. Et donc, si déjà lui-même il a des difficultés pour restaurer l'unité nationale, je ne vois pas comment est-ce qu'il peut avoir la possibilité, le coup de franche pour aller restaurer l'unité de la sous-région. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, voilà un peu, voilà pour ce que je vois. Voilà, docteur, je crois que notre émission tire vers sa fin. Encore une fois de plus, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous, en tant que consultant politique, stratège en communication et en affaires politiques, grand défenseur du panafricanisme, quels sont vos derniers mots pour ce soir? Ok, vraiment, d'abord je voulais remercier l'équipe d'Ivoire TV. Merci. Ça rentre un peu dans la logique de ce qu'on veut faire. C'est vrai, j'ai eu le privilège
de donner des interviews pour différentes chaînes de télévision des Occidentaux. Mais l'Afrique que nous voulons bâtir, là, ce n'est pas avec CNN, ce n'est pas avec Russia Today. Enfin, je n'ai pas parlé sur CNN, mais j'ai parlé avec Russia Today. Ce n'est pas avec toutes ces chaînes de télévision. L'Afrique que nous voulons bâtir, ce sont des gens ordinaires, comme moi, comme vous. Donc, si vous avez un projet et que vous êtes en train de contribuer à la pluralité du discours par rapport aux questions de l'Afrique, pour moi, c'était un devoir. Donc, j'avais promis ça à Lazare. Ce n'était pas évident, mais on a trouvé la formule pour que je vienne pour le faire. Peut-être on peut voir ça comme si c'était extraordinaire, parce que je retourne la nuit là. Mais je veux que vous compreniez que ça fait partie de ma philosophie de la vie. Voilà. Donc, il faut qu'on apprenne à se respecter en tant qu'Africain. C'est ça qui manque souvent en Afrique. On ne se respecte pas, on n'a pas d'amour pour soi et on n'a pas d'amour pour l'autre. Donc à partir du moment où on ne se respecte pas, donc on peut estimer que bon, quand un Africain fait un projet, bon, que ça ne va peut-être pas aboutir, donc il ne faut pas soutenir. Donc je voudrais dans mon parcours que Dieu me donne la grâce de rester comme ça, de ne pas changer. Et tant que je peux soutenir, comme on le fait là, toute initiative des Ivoiriens, des Africains ou bien des Noirs américains, dans le cadre du panafricanisme, c'est ce que j'essaie de faire. Donc je suis content d'être venu. On a eu un débat très civil. Chacun de nous s'exprimait comme il se devait. C'est ça, deuxième point de ma conclusion, que nous ne faisons pas souvent en Afrique. On doit, si on n'est pas d'accord, être capable de s'asseoir autour d'une table et puis discuter. À la fin de la journée, même si on part avec des positions contradictoires, au moins on connaît la position de l'un ou de l'autre. Et puis progressivement, c'est l'histoire, c'est le fait de l'histoire qui donne raison aux gens. Voilà. Donc si par exemple, Outonji et puis Bambara estiment que l'avenir de la Côte d'Ivoire est très promoteur sur la Saint-Ouattara, que la réconciliation va bien se passer, que moi j'ai une idée contraire. Donc d'ici 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, quand on va voir si les choses se passent comme ils le disent, ou bien comme moi je le dis, on verra à qui l'histoire aura voulu donner raison. Ça c'est le deuxième élément. Troisième élément, il faut que les gens comprennent que les leaders africains, ce sont des hommes, donc ils sont imparfaits. Gbagbo est imparfait. Kadhafi est imparfait. Et puis Lumumba est imparfait. Sankara est imparfait. Ce sont des hommes. Nous tous, nous sommes imparfaits. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, si on veut voir la situation, de big picture pour nous les Africains, c'est de voir que quand on aura des récriminations contre Alassane Draman Ouattara, parce qu'il a envoyé une rébellion, il a envoyé une guerre, il est venu avec les Français, ou on aura des récriminations contre Gbagbo Laurent, parce qu'il est venu, et puis sous lui, il y a eu des Burkinabés qui sont morts, des Sénégalais qui sont morts. On aura des récriminations contre Kadhafi. C'est vrai, tout ce qu'on leur reproche là, on doit le leur reprocher. Mais on doit voir le big picture, c'est que les Africains doivent commencer à avoir une nouvelle conscience collective. On doit commencer à se documenter, à s'éduquer, à les lire, pour voir dans le panafricanisme comment chacun de nous doit apporter sa contribution pour que d'ici 50 ans, on puisse changer le visage de l'Afrique. C'est dans ce décor-là que nous sommes, c'est ce que mes amis et moi nous essayons de faire, et c'est pour cela que le 16 juillet, nous allons faire cette conférence à Maryland, dans le cadre de notre forum que nous avons lancé en 2007, qu'on appelle le Revival of Pan-African, le réveil du panafricanisme. C'est depuis 2007, c'est-à-dire avant cette affaire de Alassane Ouattara, Gbagbo, les Français en train de se tuer, nous on avait lancé ce forum parce qu'on avait compris qu'il faut avoir un forum pour que les Africains débattent de leurs problèmes, ou les Noirs américains débattent de leurs problèmes. Et on va faire cette conférence, c'est la 7e, c'est la 3e cette année, mais la 7e depuis 2007. Et nous espérons que petit à petit, on va essayer de contribuer avec l'aide de l'Éternel à la progression de l'idéal panafricain, pour que les Africains puissent apprendre à leur destin en main, et puis créer des projets de développement sur la base de notre unité linguistique et culturelle pour citer Cheikh Anta Diop, afin de donner, afin de transformer le sens de l'histoire de l'Afrique, parce que ce que j'appelle the Great Historical Reconstruction of l'Afrique, c'est ça, the Great Commission. C'est ce que nous tous, nous devons chercher à bâtir. Il y aura beaucoup de ratés, il y aura beaucoup de problèmes, et c'est la marche, et c'est ça le sens de l'histoire. Merci beaucoup, et puis donc, j'espère vous voir, comment on appelle, à Maryland, le 16 juillet. Docteur, est-ce que vous avez un contact pour ce forum? Tous ceux qui voudraient vous contacter pour avoir plus d'informations, est-ce que vous pouvez peut-être donner le contact, s'il vous plaît? C'est mon numéro de téléphone. Okay. Et puis c'est mon email. Et comme vous savez sur internet, c'est panafrica.now@gmail.com.
Et puis le numéro c'est le... 202 725 0094. Ok, voilà, je reprends, le numéro c'est le 202 725 0094. Avec moi ce soir sur le plateau des grandes interviews de Germain Kwasi, il y avait Yves Bambara, défenseur de la démocratie et des droits de l'homme. Il y avait Oumar Baroum Outengui, il est informaticien et lui aussi défenseur de la démocratie et des droits de l'homme. Je recevais sur le plateau aujourd'hui des grandes interviews de Germain Kwasi, le docteur Gervais Lagoke Nyaka, voilà pour bien dire son nom. Docteur, merci. Merci. L'introduction, tu avais bousillé le nom. Autant pour moi. Donc je reprends, c'est docteur Gervais Lagoke Nyaka. Okay, voilà, merci bien docteur, merci d'être venu. Et puis, je pense que tant qu'on aura besoin de vous sur le plateau, voilà, vous serez là. Voilà. Chers amis d'Ivoire TV, je prends rendez-vous avec vous pour le mercredi prochain, le mercredi 6. Et ce jour-là, je recevrai des hommes de la presse. Nous allons discuter des problèmes de la société civile et du rôle de la presse en Afrique. Pas en Côte d'Ivoire, en Afrique. Dormez bien, c'était Germain Kwasi, les grandes interviews. À mercredi prochain. Bonsoir. Ivoire TV. Ivoire TV.